Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo Ghost in the Shell, l'adaptation américaine de Rupert Sanders qui est sortie en 2017. Pour m'accompagner dans cette vidéo, je vous le dis d'emblée, ce serait trop compliqué de directement parler comme ça du film tout seul. J'ai invité quelqu'un, Alexandre, bonjour. Salut à tous, salut. C'est un film avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt, Takeshi Kitano, Juliette Binoche. C'est un film qui a coûté 110 millions de dollars. Il dure 1h46, ce qui est plutôt court. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h46 ? Oui, c'est l'histoire du Major, qui est donc incarné par Scarlett Johansson, qui est un robot synthétique dont le cerveau humain a été placé dans une coquille vide. C'est tout le jeu de mots du film. Et on suit ses aventures en tant que super flic dans une section surarmée et surspécialisée, la section 9, qui officie donc pour le gouvernement. Et on va donc la suivre dans une quête d'identité et existentielle, puisqu'elle est la seule entièrement ou presque artificielle de son unité. Oh, putain, mais c'est dur à résumer quand même. L'histoire est dense, le manga est culte, les deux animés, le premier et le deuxième, sont légendaires. Faire une adaptation ou un remake, ce n'est pas comme on le voit, c'est audacieux pour certains, c'est de l'hérésie pour d'autres, les puristes, genre les rageux style Nexus 6, la petite pique youtubeur dès le début de la vidéo. Je me désolidarise immédiatement, j'ai pas vu cette vidéo. Ouais, bah tu fais bien parce que c'est juste un gros rageux. Ghost in the Shell, c'est aussi, même si voilà, on n'aime pas, les choses se franchisent et tout ça. Ghost in the Shell s'est franchisé avec des films, séries ou AV la totale. Et ce qui m'a le plus surpris quand la bande-annonce est arrivée, c'est qu'il y avait beaucoup d'Américains qui ne connaissaient pas Ghost in the Shell. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah tiens, ça ressemble à Blade Runner », parce qu'ils connaissaient Blade Runner, parce que ça a été distribué là-bas. Mais Ghost in the Shell était quand même assez caché. Et il faut bien dire qu'une production hollywoodienne de cette ampleur, ça fait connaître à l'international. En théorie, c'est pas un remake. Alors, c'est amusant de voir ça, c'est que dans la promotion, on voit qu'ils ont bien appris la leçon, comme pour La Belle et la Bête. Ils ne parlent pas de remake, parce que c'est un vilain mot, surtout dans le cœur des fans et des gens qui suivent sur Internet. Ils parlent de réimagination, mais pas de remake, alors que ça revient un peu à la même chose, mais d'une façon plus polie, d'une façon plus poétique. Parce que remake, c'est corporate, c'est automatique, c'est industriel, tu vois, le terme. Oui, alors que Reimaginations, tu vois, c'est beaucoup plus, j'allais dire, c'est plus onctueux. Mais c'est sûr que ça fait plus rêver que le remake, quoi, avec toutes les casseroles qu'on peut sortir quand on parle de remake, quoi, surtout ces dernières années. Ghost in the Shell ne réinvente pas le manga de Masamune Shirow, mais reprend le film de Mamoru Oshii dans la mesure où on a beaucoup de clins d'œil à Oshii, et clairement c'est le design et les personnages du film d'Oshii qui ont été retenus, quoi. Mais cette question du remake, c'est pas un sujet, je crois que je peux le dire, qui va nous intéresser longtemps sur cette vidéo. Mais en effet, comme tu le dis, Valérian, il va falloir croiser forcément les différentes adaptations, parce que le film en fait quelque chose. C'est pas simplement une soupe recrachée ou une question marketing que dire que c'est une réimagination. Il y a quand même un jeu sur le remake. Le film n'a pas la même structure narrative ni le même puzzle narratif que c'était dans l'animé d'origine. Donc on a des séquences qui reviennent, mais pas au même moment, pas dans le même ordre. La relation entre le nouveau Ghost in the Shell live et le Ghost in the Shell animé n'est pas une relation strictement de remake. Et c'est pour ça que c'est assez important de le souligner. C'est vrai que j'ai rarement vu ça, un remake qui, pour le coup, change l'ordre des séquences, quoi. Voilà, mais qui, en fait, un remake qui semble s'échapper de sa condition. Ghost in the Shell, c'est un film qui, si vous avez vu l'animé de base, parle de réincarnation, de habiter des coquilles, habiter des machines. T'es en train de dire que le remake, là, le film américain, il est un peu méta de par sa condition de film. Oui, non mais je dirais pas que le film parle de ça.
parler d'une coquille vide ou alors d'un fantôme dans la coquille, c'est assez marrant de voir qu'on peut avoir cette lecture un peu vue du dessus c'est un remake qui essaye de ne pas être qu'une seule coquille et en fait qui, en changeant de corps, essaye d'avoir une âme différente. On fait un remake, mais c'est pas vraiment un remake. Et puis on raconte une autre histoire, on change les motifs, on change les thèmes, mais en même temps, on a la tape sur l'épaule du réalisateur d'origine et du compositeur. Et puis en même temps, on a d'autres acteurs. Et puis c'est pas situé au même endroit, etc., etc. Cette manière de réinterpréter des histoires, de s'approprier une histoire et de la faire sienne, de se l'approprier, tout en reprenant des motifs esthétiques, des plans ou même voilà, des citations plus qu'explicites, presque du remake plan par plan sur certaines séquences, eh bien, c'est peut-être, comme le raconte le film, une nouvelle façon de se raconter des histoires, une nouvelle façon d'habiter des motifs et des corps. Il y a quelque chose de très contemporain là-dedans, dans le mélange des références. On peut lire le film comme ça. Oui, on l'interprète là. Ouais, voilà. Oui, voilà, non, mais bien sûr. Je pense que le film aussi est ce qu'il est parce qu'il a eu un développement de scénario assez pénible. Et en fait, il a vachement traîné du pied. La DreamWorks, qui avait distribué Ghost in the Shell 2 Innocence, a acquis les droits pour une adaptation live en 2008. Et il a fallu quasi 5 ans pour obtenir quelque chose d'à peu près convaincant au scénario après des remplacements à n'en plus finir. Il y a des tonnes de gens qui ont touché au script. Alors autant le manga est riche, mais alors les scénaristes, ils sont pas très compétents, parce qu'on a le scénariste de Transformers et le scénariste de Spectral. Ce qui sont franchement pas des films mirobolants au vu des thèmes et de la structure de ce qu'on a pu voir dans l'animé. Ce qui en fait un film qui va assez droit dans ses bottes, mais qui n'est pas très riche. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de contexte politique. Enfin, quand je l'avais vu, quand j'étais sorti, je trouvais pas ça honteux, mais je trouvais ça paresseux. On n'a rien autour du personnage principal. Ça semble être un bon techno-thriller, une sorte de polar d'OP d'action dans le futur, mais on se retrouve assez vite à court de munitions. On est uniquement concentré sur un personnage. Si on n'est pas très accroché à elle, on peut vite trouver le temps long. C'est vrai qu'on avait des attentes, certaines appréhensions, et au vu du trailer, on s'était assez dit, bon, allons-y gaiement, quoi, on va voir ce que ça donne sans trop préjuger. Mais on avait cette intuition qui est avérée, mais pas de la pire des manières, je trouve. Oui. Je dis ça fait, je sors de la salle il y a 1 heure, enfin, c'était il y a 2 heures, je suis sorti de la salle. C'est que on avait une appréhension, c'est que le film soit trop tourné autour du personnage de Motoko et que ça nous fasse un syndrome Robocop. En fait, la structure narrative du coup de Robocop et des films assez similaires à ça, eh bien c'est souvent une ficelle assez grosse qui est celle du monstre de Frankenstein, c'est-à-dire un gouvernement ou une société secrète qui crée un monstre ou alors une arme humaine qui essaye de développer un libre arbitre et veut se venger de son créateur. Voilà. Blade Runner, Robocop, je n'ai plus d'idée, Jason Bourne, voilà, donc on a un tas de... voilà, c'est quand même un trope, un cliché, une structure narrative omniprésente, et elle peut être amenée avec beaucoup de finesse et être très bien exploitée. Par contre, c'est vrai que c'est un peu daté. C'est daté déjà parce qu'on a la sempiternelle, dès qu'on parle de science-fiction, menace de la compagnie, la grande compagnie, vous savez, Alien aussi, tout ce bazar, la compagnie qui est la grande méchante, le complexe industriel. Je trouve que même ça a plus fort de sens maintenant que dans les années 80, puisque maintenant on a quand même un gérant de compagnie à la tête du gouvernement américain. Voilà, la grande menace, c'est l'industriel, ça on l'a depuis des dizaines d'années, on pourrait même dire maintenant dans la science-fiction. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est pas une confrontation directe avec l'industriel par rapport à Robocop par exemple. On passe par une espèce d'intermédiaire, l'espèce de pivot, c'est QZ et son histoire de vengeance. L'idée du scénario, c'est qu'on va d'abord trouver le méchant pour se trouver soi-même. Et après, faire volte-face et se rendre compte que le méchant n'est pas celui qu'on croyait. Le problème, c'est que si on a trop vu de scénarios, ça nous saute aux yeux et on s'ennuie. C'est pas pour les gens qui ont de la culture du cinéma à fond.
Ceux qui ont une blinde de culture, ils se font chier scénaristiquement. C'est eye-popping, enfin c'est génial visuellement et on peut se être pris dedans. Mais scénaristiquement, c'est chiant. Si t'as vu trop de films, c'est chiant. Et je me suis dit qu'en fait, ce film, c'est pour les gens qui ne sont pas initiés à Ghost in the Shell. C'est destiné à une ouverture, enfin à mon sens. Mais c'est aussi pour les gens qui ne sont pas exigeants ou qui n'ont pas vu beaucoup de films. Si on va par là, on n'est plus jamais surpris, même si pour le coup, je trouve que oui, le film est assez facile et on perd énormément en subtilité au niveau de son intrigue. Mais c'est vrai que quand on regardait la bande-annonce, toi et moi, on avait grillé tout de suite que ça allait être une histoire qui n'allait pas parler comme l'animé d'origine. Je vous renvoie à son analyse sur la séquence de la ville, mais sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme ou une femme dans une société et une ville ultra connectée, c'est vraiment les thématiques du cyberpunk est-ce qu'on peut encore être un individu dans cette masse technologique, dans cette forêt de câbles, etc. Ça, c'était les questions vraiment que se posait le premier animé. Ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était les questions de singularité technologique et de évolution, c'est-à-dire est-ce que le cyborg n'est pas la suite de l'Homo sapiens, etc. Donc toutes ces questions-là étaient posées par le premier, c'est-à-dire que l'individu Motoko s'effaçait au profit d'une question presque anthropologique. Et là, moi, le problème que j'ai avec ce Ghost in the Shell, c'est qu'on est beaucoup trop concentré sur le Major et que, en effet, les ficelles qui sont utilisées pour parler du Major sont des ficelles de films neuneux. Puis, en termes de structure, et là, je vais quand même souligner quelques différences avec la version, je dis d'origine, mais l'origine, si on veut, c'est le manga. Je parle vraiment de la première occurrence cinématographique de Ghost in the Shell. Ouais. Ce qui change, c'est que on a, du coup, comme on l'a dit, mais on y reviendra également, des modifications à la structure du film, c'est-à-dire que dans le film live, on a une inversion. C'est-à-dire qu'on commence par le générique création du cyborg, donc on s'identifie tout de suite au Major, et ensuite on la voit en action. Toute la merveille du premier film, c'est de voir la ville et ce monde futuriste par les yeux du cyborg. Le fait que le Major ne soit pas si importante que ça dans le premier film marche parce que l'introduction est dans cet ordre-là. Et dans le film live, on commence par des bouts de métaux qui s'assemblent, des câbles qui s'entrelacent. Alors visuellement c'est splendide, hein. Mais et ensuite on passe à donc on donne un visage à ce robot, Scarlett Johansson, et ensuite on la voit en action. Le truc, c'est que cette différence et cette inversion dans l'introduction dévoile déjà tout du film, je trouve. Que justement, on va beaucoup trop s'intéresser au Major, à son histoire et à son identité, plutôt que au devenir de l'homme, en fait. Mais peut-être on le savait pas à ce point-là, peut-être. C'est comme les situations. Exposition, action, exposition, action, exposition, action. Plan de ville, scène, plan de ville, scène, plan de ville, scène. Opération, réparation, opération, réparation. Enfin, à un moment, tu te dis... tu dis un problème, quoi. Elle se fait réparer, je crois, 2-3 fois. Et c'est toujours après une opération. Enfin, tu te dis... Oh putain, c'est fainéant. Il n'y a aucune structure... Enfin, il y a un espèce de rythme plat. Parce que la scène, tu peux presque deviner la suivante, quoi. Ça, c'est pas normal. Et ce qui m'a beaucoup gêné aussi, c'est qu'à chaque fois, il sait pas du tout comment faire intervenir la scène suivante. Donc, tu as un magnifique plan d'ensemble en synthèse qui est super beau sur la ville, et après, tu reviens sur la scène. Tu vois, comme si ces plans de ville étaient juste là pour te permettre la petite transition délicate que tu n'arrives pas à faire dans le découpage. Ils servent à rien, en fait. C'est juste un plan. Alors qu'ils sont un plan général hollywoodien. Ce sont des plans, de montagnes russes magnifiques, mais en fait, ils servent à rien. Ils sont pas mieux inséré narrativement dans le film, et ça me fait chier, quoi. Et aussi cette espèce de va-et-vient, action, exposition, enfin il y a une espèce de fainéantise, de paresse, mais c'est ouf, quoi. Et ça, donc, du coup ça plombe un peu le rythme du film, quoi. Alors ce qui est bien, parce que c'est un film hollywoodien qui est censé avoir une certaine dose d'action, il est plutôt lent, hein. Enfin, moi, je l'ai trouvé plutôt lent, un bon point pour des films souvent qui sont standardisés avec des grosses scènes et tout ça. Je trouve que les scènes d'action sont vachement courtes, hein. C'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal, mais elles sont assez courtes, elles sont assez explosives. Ça dure 2-3 minutes. En fait, c'est impactant, mais elles sont courtes. Bon, c'est vrai que les scènes d'opération et de reconstruction, c'est vrai que c'est une facilité, d'autant plus que c'est la seule réelle occasion au début du film de justifier
la présence du docteur Welle, incarné par Binoche. C'est expéditif et c'est grossier à mourir. On te pose, il y a une discussion entre l'industriel et Binoche, mais ça m'a hérissé les poils. Ce n'est pas un humain, c'est une arme. C'est une arme. Quel oui, con celui-là. mais elle a un esprit, une âme, un ghost. Ah oui, J'ai trouvé ça. Ça, c'est tellement comme si c'était un espèce d'élément tangible, tu vois, qu'on pouvait utiliser pour justifier des trucs. Ah bah ça, c'est le ghost, hein. Ce que je trouve extrêmement pénible, c'est que dans l'anime d'origine, le ghost était déjà une relecture du manga d'origine. Ouais. Donc, pour expliquer grossièrement, le ghost, c'est cette conscience d'être soi-même que ressent pour la première fois Motoko Kusanagi, donc l'héroïne du film d'origine, et elle le ressent alors qu'elle est totalement synthétique et elle comprend pas pourquoi elle le ressent et elle se pose des questions sur le sens de sa vie, qui elle est, etc. Et en fait, c'est vraiment une quête existentielle plus qu'une quête d'identité. Tout le premier film tourne autour de cette notion de ghost. Qu'est-ce que c'est que le ghost, quoi ? Est-ce que dans un être de synthèse, la conscience d'être soi existe ? Est-ce que ce ghost existe ? Mais il n'est jamais précisément défini. Et si on lit 2-3 interviews de Mamoru Oshii, et même de Shiro, à aucun moment, il est dit que le ghost, c'est l'âme. Ça, c'est paresseux à mort, quoi. J'ai un peu eu peur. On passe de la quête existentielle d'un cyborg dans le premier animé à Robocop. J'ai un cerveau humain, mais j'ai un corps machine. Déjà, 2 choses. La première, je trouve que la séquence au niveau du jeu d'acteur, et même visuellement et tout, où il y a le Major qui se réveille, et il est en panique, quoi. Son corps bouge tout seul, et genre, putain, mais c'est pas mon corps. Et pour le coup, il y a un jeu pas mal. Jeu d'acteur, mais aussi au niveau de la mise en scène, et même je trouve cette séquence, je la trouve assez forte. Qu'est-ce que ce serait que comment on appelle ça, la douleur fantôme ? Le concept a été clairement popularisé par le dernier MGS. C'est une vraie pathologie, en tout cas un vrai symptôme que des gens subissent. Et du coup, c'est vrai que cette séquence, je trouve qu'elle transmet bien ce truc, quoi. Genre, putain, ton cerveau il est plongé dans un autre corps, ton cerveau il doit trop paniquer, quoi. Enfin, il doit trop pas comprendre. Et le truc, c'est que, oui, un cerveau plongé dans une coquille vide ne comprend rien parce que c'est un cerveau. Il obéit à un corps et il communique avec un corps. Et c'est toujours... je sais qu'on est dans une œuvre de fiction, je vais pas ramener ma science que je n'ai pas, je suis pas anatomiste, mais il faut juste souligner quelques contradictions, à mon avis, qui sont des contradictions de paresse. Hein. C'est-à-dire qu'on n'y a pas beaucoup pensé. Si vous perdez un bras, vous avez la sensation que votre bras vous fera mal toute votre vie, à moins d'être hypnotisé ou d'être... je veux dire, il y a des thérapies pour ça, c'est un traitement lourd, etc. Donc, si vous voulez, votre corps et votre esprit ne sont pas dissociés. Et ce qui, moi, me peine énormément dans ce film, c'est que le début du film te fait sentir qu'on va aller sur cette piste-là, sur le fait que le cerveau, qui est le vrai cerveau de la jeune Motoko, qui est donc une partie vivante, genre hop, prêt à l'emploi, quoi. Alors que non, son cerveau est censé paniquer. Et alors c'est pas mal parce qu'ils prennent une espèce de drogue, et elle prend une espèce de drogue qu'elle s'injecte dans le cou, et elle dit c'est le truc qu'on me donne pour que mon cerveau rejette pas mon corps. C'est quand même pas terrible, quoi. Bon, alors encore une fois, visuellement c'est formidable, l'espèce d'ampoule là que tu brises et claques dans le cou, ça c'est pas mal. Mais bon, c'est une coquille vide ce film. Ouais. Y a pas de ghost. Tout le film, on te fait le discours de oui, c'est mon âme, c'est mon libre arbitre, c'est ma conscience. Oui, c'est mon cerveau. Et regardez, mon cerveau, il est humain. Donc du coup, je peux bien avoir le corps que je veux. C'est mon âme et mon esprit et ma volonté qui va gagner. Enfin, c'est la même purge qu'était le remake de Robocop de ce côté-là, quoi. Au niveau du discours, je trouve que c'est pas crédible une seule seconde. Et je trouve que c'est profondément se tromper sur tout le mouvement un peu cyberpunk et... Est-ce que j'en parle maintenant, moi, du dualisme, mon cher Valérian ? Bah écoute, tu as l'air dans la bonne lancée, donc je t'en prie. Ghost in the Shell, c'est, à mon sens, philosophiquement, une œuvre assez importante, qui pose des questions assez balèzes. Et si une intelligence artificielle développait une conscience, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que ce serait un humain ? Voilà, toutes ces questions-là que pose le film de base, moi je me suis dit, ok, pourquoi pas ? Sauf que le film de base... et plus que des considérations de whitewashing, le film de base est profondément japonais, philosophiquement, et dans un esprit, pour le peu que j'en connaisse, hein, les connaisseurs m'insulteront en commentaire, repose sur des fondements shintoïstes et sur des fondements qui sont radicalement différents des nôtres.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme, que une machine ou un humain, ou qu'il n'y a pas une hiérarchie philosophique absolument séparée comme la nôtre. Et nous, en Occident, on a cette culture de ce qu'on appelle le dualisme, c'est-à-dire l'idée développée depuis des siècles, que l'idée des Lumières, hein, si on veut piocher dans le détail, que en fait, notre cerveau et notre conscience et notre pensée, elle est libre, et que la rationalité, elle est hors de notre corps et de la réalité, c'est la seule chose qui nous reste. Et donc du coup, il y a le corps et le monde, et puis l'esprit qui est intact, qui est machin, qui est inaltérable, etc. Voilà. Et on est totalement indépendant, etc. Bon, c'est quand même, c'est une vision qui est un peu dépassée, hein, maintenant. Enfin, arrêtez de manger pendant 2 jours, vous allez voir si votre cerveau devient pas fou, hein. Oui, il est détaché du corps. Enfin bon, bref. Et là où je veux en venir, c'est que c'est des questions qui se posent dans un contexte japonais, dans une histoire particulière du Japon. Enfin, c'est pas une question de remake, hein. Les Américains ont le droit de se poser des questions. Je suis pas en train de me flageller en tant qu'occidental, hein. Par contre, il faut que l'adaptation soit cohérente. Pourquoi est-ce que le cerveau, du coup, serait le refuge de l'âme ou de la conscience, etc., alors que tout le questionnement et tout le trouble existentiel qu'apporte Ghost in the Shell, c'est ok, on a un robot qui commence à penser par lui-même, c'est super chaud, les gars. Donc, je dis pas que c'est mauvais ou quoi, je dis juste que de ce côté-là, ça a été très mal fait parce que ça utilise les ficelles de Robocop, qui sont des ficelles narratives extrêmement grosses. Et là-dessus, je te rejoins, Valérian, quand tu dis que c'est un film, c'est un blockbuster, quoi. C'est tout public, on va aller. C'est-à-dire, l'impression qu'on en a, c'est que c'est une philosophie asiatique déplacée à l'Ouest et dont on n'en embarque qu'une seule partie. C'est-à-dire que c'est quand même, de ce que tu me dis, c'est que c'est une philosophie qui structure une société, un gouvernement, une culture. Et une autre façon de voir l'individualité, c'est l'animé. Sous prétexte que c'est pas notre culture, on trouverait ça trop dense, politiquement compliqué, trop philosophique, trop introspectif, que ça ne parle qu'à une poignée d'initiés en dehors du Japon, et que il faudrait que pour que ça soit plus connu, pour une audience plus large, il faut faire beaucoup plus simple, disait-il d'ailleurs le Rupert. Pour déboucher sur finalement quoi ? Un questionnement, qui sommes-nous ? C'est-à-dire que, de ce que je comprends, qu'est-ce que le vivant se transforme à ? Qu'est-ce que c'est d'être toi ? Et ce qu'elle est devient qui elle est. C'est ça. Donc une vulgarisation par le bas, relativement habile de ces concepts. Relativement. Relativement est à mettre avec des auréoles et des points d'exclamation, hein. C'est pour ça qu'on vous parle de Robocop, hein. Voilà, pas qu'on n'aime pas le film, hein, il faut le souligner. Mais c'est juste qu'il a 30 ans, quoi. Ouais, avec encore cette idée de secret industriel, de la compagnie, c'est les méchants, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça me choque pas, non. On parle d'ailleurs de... Justement, tu le disais, c'est très à jour, hein. Oui, c'est très à jour, Dieu merci. Dieu merci, pourquoi tu te ravis, toi? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Ghost in the Shell est quand même un petit peu daté dans ce qu'on peut voir dans la science-fiction, alors que maintenant, quand il parle de connexion dans l'animé, aujourd'hui on est connecté, donc ce serait con de nous faire tout un discours sur la connexion qui est dépassée, enfin qu'on a actuellement aujourd'hui, tu vois. Ah, justement, c'est alors que moi je trouvais ça bien au lieu de nous parler de connexion et tout ça, d'avoir tout un aspect holographique qui est une technologie que nous n'avons vraiment pas, alors que la connexion nous l'avons pas sous les formes du film, mais nous l'avons quand même. Surtout avec les extensions que nous avons maintenant, hein. Quand tu vas dans le métro ou dans le bus, qu'est-ce que tu vois ? Des gens avec des fils dans les oreilles. C'est clairement les fils dans la nuque, dans le film, hein, sauf qu'on fait pas corps avec, pas encore, hein, mais on n'en est pas loin. Mais je trouve justement que, l'apport par rapport à l'animé, c'est les hologrammes, quoi. Ne serait-ce que même la façon de représenter une plongée dans la connexion avec l'autre. C'est une plongée où tu as que des choses holographiques qui tournent autour de l'héroïne, du Major, quand elle s'enfonce dans le corps de la poupée, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la question de la connexion soit datée. Je trouve que justement le film... La façon dont l'animé le traite est datée, je trouve.
Bah après l'animé il date de 95, Bah oui, aussi, bah... on n'est pas du tout à l'essor du net. Non mais au vu des baltringues qui étaient en guise de scénaristes, on aurait pu craindre aussi un truc où on essaie de reprendre un peu l'idée. Matrix c'est aussi un peu rentre dedans avec un gros truc dans le cerveau. Enfin, c'est un peu ballot quoi. Enfin moi je verrais pas ça aujourd'hui quoi. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus séduit par les idées d'hologramme. Ils en font pas grand chose, mais j'étais beaucoup plus séduit par l'hologramme. C'est-à-dire tu fais pas confiance au réel puisque tout ce que tu peux voir en réel peut être faux quoi. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette idée de glitch. Tu vois qu'elle voit des choses qui n'existent pas. Mais encore une fois, comme on le disait un peu avant, c'est des portes qui sont ouvertes. Tu te dis oh putain c'est trop génial et en fait on rentre pas dans la pièce. Ils en font rien. Ouais. Ils en font rien. Bah justement la question de la connexion. C'est pour ça que je trouve le film scénaristiquement c'est pas intéressant, mais ça pose plus de questions par ce qu'on voit dans le film que par ce qui est dit, ce qui est raconté. Tu disais que c'était des portes qui étaient systématiquement ouvertes, mais j'ai l'impression que c'est en surface, tu vois, que les thèmes potentiels sont proposés, tu vois, au détour d'une phrase, ou au détour d'un visuel, mais qu'il n'y a pas de challenge intellectuel. Bon, c'est normal, c'est un blockbuster, mais bon, c'est toujours bien de le repréciser quand même, qu'il n'y a pas de challenge intellectuel, mais que, voilà, que on est sur le point de nous l'aborder, et on va peut-être citer quelques exemples, mais on rentre pas à pieds joints dedans, tu vois. Il y a ce potentiel, et c'est de là d'où vient une éventuelle frustration, tu vois. Je veux dire qu'à un moment, elle entre, elle est dans un sous-sol, là, elle est dans un couloir, et elle tombe sur une espèce de structure avec des tonnes de fils et des mecs qui sont connectés tous ensemble. Enfin, c'est une idée qui est géniale, quoi. Bah justement, c'est une espèce de création de réseau à part. Enfin, j'ai pas tout saisi de ce que c'était, mais ça me semblait être sacrément intéressant. C'est une espèce de bas quartier. C'est underground, quoi. Ouais, ils sont tous drogués ou je sais pas quoi. Il y a des mecs dans des espèces de sacs en papier, là, de sacs en plastique, genre de sacs alimentaires et tout. C'est assez curieux et au niveau des images. Ah oui, c'est vrai, il y a cette scène, tu sais même pas ce que c'est. Tu te dis, oh putain, il y en a qui ont cramé leur cerveau à force d'être trop connectés. C'est trop génial, faut qu'on en parle pas. Et c'est ouf. C'est genre, c'est littéralement une porte ouverte. C'est le major qui se balade. Tu vois une porte ouverte avec 3 mecs à l'intérieur qui sont dans des espèces de gros sacs remplis d'un fluide, genre à la Matrix, quoi. Ou genre, ils sont totalement en train de bugger ou je sais pas, et elle passe devant et puis elle se barre, quoi. Et elle arrive dans cette salle où, en fait, on comprend donc que le hacker, l'antagoniste du film Kuze, était totalement indétectable parce qu'en fait il utilisait un proxy. C'est une très bonne idée, qu'on a déjà vu, hein, mais qui pour le coup je trouve que visuellement elle est incroyable. Et donc du coup le hacker, l'antagoniste, se sert de leur cerveau pour se traquer. Et donc du coup il a créé son réseau d'êtres humains qui sont tous interconnectés. Et ça, tu le vois pendant une scène, et moi je m'attendais grave à ce que ça aille là, quoi. Moi, en fait, je vois le film, et donc on arrive à cette séquence-là. En fait, ça va encore plus loin que le premier film, vu que là, on arrive clairement à l'idée. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu disais que... Enfin, le film rate une putain d'opportunité de parler de connexion, qui est quand même un sujet ultra contemporain, à tous un smartphone dans la poche, quoi. Ouais. C'est un hacker qui utilise des réseaux, crée ses propres réseaux pour ne faire qu'un avec le réseau. C'est son projet, hein. Ouais. Un peu ce qui est similaire au film d'origine, mais sauf que ça va plus loin vu que c'est une mise en réseau d'êtres humains. Et il se passe un truc, quoi. Et finalement, non, la piste est lâchée et on atterrit sur un antagoniste qui Je sais pas ce que t'en as pensé de l'antagoniste. Moi, j'ai trouvé que c'était un pétard mouillé et que au dernier tiers, il était totalement gâché, mais j'ai trouvé que c'était un excellent antagoniste jusqu'à ce qu'on apprenne sa véritable identité. Pour moi, c'était un peu un espèce de mélange un peu pas très intéressant du Puppet Master et de Kuze. Donc Kuze dans, je crois, Ghost in the Shell Standalone Complex. Tu t'en fous, quoi. Et le pire, et c'est pourtant une règle de base, tu le montres pas aussitôt dans le film. C'est pour ça que structurellement les scénaristes ils foutent rien. On le montre déjà dans une ombre, il vient tuer un autre docteur, enfin tu le vois même physiquement, tu dis mais pourquoi le montrer si tôt? La menace est désamorcée trop tôt. Enfin c'est là où toi c'est le méchant basique qui serait certainement pas traité par d'autres personnes plus férues de science-fiction de cette façon, quoi. C'est pour ça que moi, bon, le Rupert Sanders il est bien gentil, mais ça reste aussi un yes man, enfin moi j'en ai vraiment l'impression, hein. Là il y a vraiment dans le traitement de personnages de Kuze, c'est
fainéant. Et oui, comme tu dis, il y a un retournement sur les motivations du personnage qui épouse quand même assez le Major, qui, enfin moi, ça m'a pas du tout intéressé. Hein. J'étais très surpris. Alors oui, là, c'est sûr, j'étais très surpris. Mais je n'étais pas du tout engagé dedans. Hein. Alors là, c'est un titre personnel que je n'ai pas été engagé dedans. Mais alors, après, en fait, ça m'a créé de l'ennui sur une sacrée partie de l'histoire, du coup. Tu vois, et ça m'a embêté parce que moi je voulais un petit y croire à tout ça, mais le film fait la moitié de son trajet et après en fait c'est un peu comme ce que disait l'écran large, hein, symbole de la dépersonnalisation de la culture asiatique au profit d'un rayonnement, il parlait de rayonnement international, c'est-à-dire qu'on le rend international et on détruit une espèce de sensibilité japonaise même dans la caractérisation des personnages et par les idées américaines on a une profondeur philosophiques et de caractéristiques de personnages qui sont très très effacées quoi. Et après bien sûr on revient à des rengaines à la con quoi. Comme tu disais la quête de soi, ce sont mes actes qui me définissent. Tu vois la rengaine à la Batman Begins, hein, c'est ce qu'il dit à Rachel Batman avant de partir. Hein. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Voilà, c'est ce qu'il dit dans la version française. Mais c'est ça, hein. C'est exactement ce truc, quoi. En plus, à la fin, c'est vraiment... elle ne se remet pas vraiment en cause. Elle accepte son sort, en quelque sorte. Sauf qu'elle va le faire mieux, tu vois. Quelle horreur. Elle va le faire mieux. Je suis une arme, mais cette fois-ci, je vais être une bonne arme. Oui, non, mais ça, moi, justement, j'ai beaucoup parlé de l'introduction qui, moi, déjà, confirmait certaines de mes appréhensions. Alors, parle un peu de la conclusion, alors. Oh, la conclusion. Mais en fait, mais même toute la scène avec le tanker, c'est chiant et c'est pas beau à voir. Mais oui, c'est un sous-Metal Gear. Tu vois, je suis pas aussi sévère que toi, moi j'ai bien aimé, je trouve que ça se passe très bien, l'iconographie très belle, la musique très bien, etc. Bon, on ira plus dans le détail là-dessus dans quelques instants, mais moi j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, et bon, bah, pour un blockbuster, moi j'étais très content. Voilà, bon, j'ai vraiment été emballé voilà, hein, spontanément. Ouais. Hein, là, j'ai vu le film il y a 2 heures, donc vous me pardonnerez peut-être mon indulgence un peu trop vive, mais c'est vrai que moi j'étais plutôt dedans, j'étais intéressé, j'ai trouvé ça cool, j'ai même trouvé certains trucs audacieux, voilà, sans trop non plus sauter au plafond. Et arrive la conclusion, que du coup, si vous avez vu le film, vous la savez, de toute façon cette critique est destinée aux gens qui ont vu le film. Et bien Motoko, donc je le rappelle, hein, Motoko, enfin le Major, découvre qu'elle fut Motoko et que sa mémoire lui a été dérobée, et elle rencontre à ce moment-là Kuze, qui, haha, surprise, n'est autre que son copain de l'époque, qui lui aussi fut tué par le gouvernement, qui est donc Hideo. Et en fait, voilà, c'est un amour perdu qui a été dérobé de jeunes rebelles, de jeunes militants anti-technologie. T'as vu la séquence qui est trop drôle où la maman dit au Major « Eh, ma fille, elle aimait pas la technologie et trouvait que ça détruirait le monde. » Et tu te dis « Ah là là, c'est vraiment ironique, qu'est-ce qu'il est profond ce film. » Bon, ça, je trouve ça mieux chier. Du coup, il y a Kuze qui lui dit « Eh, Motoko, si on allait fusionner avec le réseau pour devenir immortel et pouvoir devenir des surhommes, les premiers vrais cyborgs... pour attaquer après la compagnie. Hein. Pour ensuite... c'est même pas, tu vois, pour accéder au stade suprême de l'évolution. Non, c'est pour attaquer la compagnie, tu vois. Oui, pour se venger. L'objectif vraiment bas, quoi. Ben ouais, mais en même temps, je trouve qu'au moins, tu vois, ça colle avec ce qu'il était avant, c'est-à-dire que dans son ancienne vie, c'était un militant anti-technologie. Ah oui, bien sûr, oui. C'est vrai, en effet. Tu vois, je me suis pas trop posé la question, je me suis dit, bah ouais, c'est un militant anti-technologie, on l'a foutu dans un corps surarmé où il est ultra béton. Bon, bah, s'il veut se venger, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Donc moi, les motivations du personnage me semblaient claires, sauf que du coup, Kuze lui dit, hey, connecte-toi à moi, comme ça, nous allons pouvoir fusionner avec le réseau et bliblablou, et puis pouvoir mettre notre plan à jour. Le premier problème, mais c'est un truc que j'avais trouvé audacieux, c'est que le Major, vers les 2 tiers du film, qui prend conscience que le gouvernement s'est bien foutu de sa gueule et l'a transformé en machine contre son gré, en fait, bah, c'est le moment où Juliette Binoche, j'oublie toujours le nom du docteur Welle, où elle la libère, genre oui,
créature, tu es plus importante que moi, va et vis ta propre vie. Mais surtout qu'elle a un dilemme à la fin, tu vois, elle pourrait le rejoindre et fusionner avec lui, mais étant donné qu'elle sait qu'elle a une vraie vie, en tout cas qu'elle avait une vraie vie, une mère et tout ça, il y a quelque chose qui peut la rattacher à ce monde-là, elle se pose une question, est-ce que je suis cousé ou je reste dans mon corps à essayer de vivre quand même ici, quoi. Et moi, c'est le truc qui m'a le plus déplu dans le film. C'est en fait, encore une fois, je vais comparer avec l'animé d'origine, vous m'excuserez. Dans l'animé d'origine, Motoko Kusanagi ne se demande pas si elle doit détruire l'humanité en fusionnant avec l'autre intelligence artificielle et devenir... C'est pas ça la question. Le Major Kusanagi, dans le film animé, sa quête existentielle est beaucoup trop forte pour elle. Et si elle se connecte au Master Puppet à la fin de l'animé, c'est pas pour rien, c'est pour répondre à cette question existentielle et c'est pour avoir une réponse. Et c'est cette recherche c'est cette réponse qui la met hors d'elle et qui l'empêche d'abattre ce vilain terroriste. Une angoisse existentielle à laquelle elle fait face et elle veut une réponse coûte que coûte. C'est ça la conclusion du premier Ghost in the Shell. Et dans ce remake, on passe d'un questionnement existentiel, on passe à un questionnement moral. Est-ce que j'accepte mon corps ? Parce que c'est pour les Américains, c'est peut-être plus émotionnel quand... Enfin, je pense pas qu'on puisse être méga ému par une réflexion philosophique de ce niveau-là, à part des intellectuels. Donc on force, en quelque sorte, une intrigue sur un enjeu de personnage beaucoup plus simple. Pour un public, encore une fois, un public de blockbuster, c'est pour ça que je vous parlais que ce film était éventuellement fait pour des cons, sur un enjeu de personnage assez classique, hein, pour essayer de faire surgir de l'émotion pour le commun des mortels, quoi. C'est horrible de penser ça, mais moi je le vois comme ça, hein. Ça marche pas du tout, c'est ça le problème, c'est que oui, le film s'adresse à tout le monde, essaye de pas faire dans la dentelle, etc. Oui, même si au début, le Major, c'est quelqu'un qui n'a pas de quête, hein. Elle est là, elle fait des trucs. Oui, mais parce que c'est une arme. Alors que dans le Ghost in the Shell d'origine, il y a Motoko qui se demande si elle a vraiment besoin d'être une arme et si elle peut pas avoir une conscience d'elle-même. La seule question que le remake se pose, c'est est-ce que je suis une mauvaise arme et je me venge, ou est-ce que je suis une bonne arme et j'incarne la justice ? Tout le film, c'est une petite Robocop qui se rend compte progressivement que sa vie lui a été volée, que son intégrité et sa conscience et son engagement politique de militante anti-technologie lui a été dérobé et lui a été profondément transformé. On lui a volé son passé, on lui a volé son identité. Elle ne sait même plus si son corps est réel, elle ne sait même plus si la réalité est ce qu'elle est. Et la seule question de fin que le film lâche, c'est oui, est-ce que je vais utiliser mon corps pour me venger ou est-ce que je vais faire la justice, la vraie ? Ça parle justement de l'identité de ce qu'elle voit, des souvenirs passés. Sommes-nous le produit de notre passé ? Dans son cas, c'est vraiment la question. Mais aussi l'identité de ce qu'elle est dans une scène, on en a un petit peu parlé avant d'enregistrer, c'est la scène avec le mannequin. Elle voit vraiment la différence en fait entre quelqu'un qui est humain et elle-même. Et c'est là qu'elle elle met en doute son être. Ça amène à un point qui est plutôt bien, c'est que bon, dans l'animé, on a l'impression que tout le monde est japonais, mais dans celui-ci, on a quelque chose qui brasse plus de nationalité, une ville internationale, un melting pot de toute culture et de toute personnalité, et ça se reflète par le casting international. L'action elle-même, je crois de mémoire, elle n'est pas située. Elle n'est pas située, il y a beaucoup d'hologrammes qui sont très asiatiques. On a des geishas, des shiba, des trucs traditionnels japonais, mais on a aussi il y a un resto brésilien à un moment, enfin, il y a pas mal de... Et ça justifie après leur volonté de présenter un casting international pour le coup, avec des Français, des Polonais, des Japonais, des Américains, des Australiens, des Anglais, pour représenter les différents personnages. Étant donné qu'on a tout ce beau monde dans cette ville, il y a des langues différentes et sans vraiment nous le dire, on a dans cette idée de futur connecté et d'instantanéité, on a de la traduction instantanée.
ce n'est représenté que dans un seul cas de figure, mais ça... Kitano. Avec Kitano qui parle en japonais et Scarlett Johansson, les autres personnes aussi, lui répondent instantanément, comme s'ils comprenaient instantanément ce qu'il disait. C'est même pas précisé dans le film. Ouais, mais ça, on montre que les gens sont tellement connectés à plein de technologies et sont augmentés aussi, je pense. Au-delà de la connexion, moi, ce qui me fascine, c'est que c'est l'augmentation dans le film. Non seulement l'augmentation de la vision par les aspects d'hologramme, hein, où on a un réel qui est augmenté, mais on a aussi l'augmentation de l'humain par exemple, l'autre docteur qui se fait tuer au début du film, qui est la docteur de Ghost in the Shell Innocence, qui a ses yeux qui se relèvent et en fait c'est une énorme prise. Voilà, qui fume sa clope, exactement. Ou aussi le petit clin d'œil, mais bon, l'effet spécial est mal foutu, dommage, des doigts qui sont étendus. Ça aurait été trop bien si c'était la docteure qui faisait ça. Tu vois, on croit, oui, c'est l'humaine et tout ça. Non, elle est aussi augmentée, tu vois. Je trouvais ça énorme. Hein. Voilà, on a vraiment toute cette idée d'augmentation. Et pour pallier à peut-être une petite complication au niveau de Kitano, on fonctionne comme ça. Et en fait, moi, je n'ai eu aucun problème. C'est un peu bizarre sur les 2 premières répliques, mais je n'ai eu aucun problème à accepter ça parce que pour moi, c'était logique que les mecs avaient une traduction instantanée par toute leur augmentation, surtout en section 9, de leur potentiel. C'est le seul moment où on peut vraiment pleinement faire jouer toutes les nationalités et toutes les langues en même temps. Ce qu'ils ne font pas à fond dans le film, mais je trouve que c'était vraiment une excellente idée en fait. Inconsciemment, on se dit, ah bah il y a une traduction instantanée chez l'autre personnage. Quand je voyais Batou, je l'ai jamais vu comme un japonais. Ah bien sûr que non, alors probablement parce que la VF c'était Arnold Schwarzenegger. Oui, donc c'était Daniel Beretta. Donc quand moi je voyais un mec gigantesque, tu vois, je voyais le Schwarzenegger quoi en Batou. Ouais, donc voilà, moi je voyais pas avoir des yeux des yeux de japonais quoi. Surtout qu'il en a pas la carrure. Hein. Et je trouve dans le film l'acteur Pilou Asbæk, c'est un ours hein, le gars. Hein. Ah oui. Quand tu le vois en fait, à un moment il y a un travelling dans une petite ruelle. Il y a un travelling dans une ruelle quand ils vont chercher les chiens. Ouais. Et en fait ils sont de face et tu vois Scarlett Johansson est petite et assez fine et le Batou il fait 2 fois de largeur sa taille, c'est monstrueux franchement. Et en plus avec les cheveux oxygénés ça lui donne un look qui est, enfin moi j'y crois quoi, vraiment. Et je crois que c'est celui qui m'a le plus surpris dans le jeu d'acteur. Je trouve peut-être qu'il bouge un petit peu trop par rapport à Batou dans l'animé. Batou est assez massif et je trouve un peu monolithique dans le dessin animé. Ça lui donne vraiment une présence de fou. Là, je trouve que l'acteur joue un petit peu trop, enfin, bouge trop. Mais je le trouve vraiment autrement très réussi. Et il y a aussi 2-3 idées qui le rendent vachement badass. Il y a une idée de montage que je trouvais excellente de ne pas nous l'avoir montré. C'est un moment, tu as les gars de l'entreprise de Anka qui viennent attaquer les gens de la section 9. À un moment, il y a les méchants, là, des militaires qui viennent sur le toit d'un immeuble. On a Batou là qui est dans une espèce de petite chaise là de jardin avec son petit chien à côté. Après on a un travelling devant Batou et on le voit mettre contre son corps, contre son ventre, un flingue avec un petit sourire hein, parce que lui il sait qu'il va se les faire. Mais on nous montre pas la scène. Et après on a Batou au volant de la voiture qui va essayer de trouver les autres. Donc par ce jeu d'ellipse, on sait qu'il leur a foutu la raclée. Et je trouve ça très très bien parce que ça nous montre que ce mec il sait vachement bien se débrouiller, qu'il est badass et sans trop, tu vois, être explicatif, voilà, trop démonstratif. On va nous montrer la scène, comment il se débrouille pour s'en sortir face aux autres. Non, on fait travailler aussi un petit peu l'ellipse. Il faut casser cette rythmique, comme je disais au début de la critique, de la structure, avec toujours les scènes, opération, conclusion, exposition, enfin ce genre de truc. Il faut casser un moment. Et ce genre de petite ellipse, on est sûr de voir la scène, mais en fait on l'a pas. Et on a la résolution et on montre que le mec est badass. Ça marche vachement bien. Ah mais c'est pas l'ellipse avec le carton marqué 1 an plus tard, hein. Ça c'est quand même la catastrophe. Hein. Ah oui, il y a eu un truc 1 an plus tard, ouais. Mais et alors, et toi, qu'est-ce que t'as trouvé, comment t'as trouvé en termes de jeu Batou et même le Major? Moi je suis ravi parce que Batou, je crois que c'est mon personnage préféré Ouais, moi aussi, hein, ouais, je suis d'accord. C'est le deuxième héros en même temps. Ouais. C'est le deuxième héros, c'est le héros de Ghost in the Shell Innocence, donc le deuxième film. C'est le personnage qui est le plus travaillé aussi, hein, très clairement. Et il est esthétiquement travaillé aussi.
Bah, j'appréhendais un peu parce que je trouve qu'il avait un peu trop une gueule nounours, un peu trop. Je suis d'accord, oui. Un peu trop. Je suis bateau, je suis méchant, mais je suis adorable. Il avait un peu trop. Mais tu sais, à un moment, il est dans la rue. Il est dans la rue et il y a un mec qui veut lui refourguer des trucs, enfin des mises à jour à la con. Ouais, et il mais il le balance, mais avec une voix, mais là, je me dis, oh putain, là c'est Batou quoi. Tu vois, il l'envoie vraiment chier, mais avec grosse violence, mais avec la voix bien profonde, tu vois. Il s'interpose et genre il le tège ouais, avec mais juste c'est un trop seul cool. bras. Ouais. Ah oui, non, ultra impressionnant. Mais justement, moi, c'est ce que j'aime bien, et c'est vraiment ce que j'adore avec Bateau, c'est que il a cette carrure et ce côté solennel et. C'est l'adjuvant le plus fidèle de l'héroïne. Hein. Bah, tu sais très bien que jamais il le laissera tomber. Et d'ailleurs, on en revient aussi à la scène dans le bateau. Hein, elle dit, je crois, je peux pas faire confiance à qui que ce soit et à Bateau qui lui dit ah, mais tu peux me faire confiance. Vraiment, il veut garder le lien avec le Major qui se perd de plus en plus dans son doute. C'est le héros dans Innocence parce que justement il est à la recherche de Motoko en fait. Ouais. Il a vraiment ce côté force tranquille. Ouais, trop. Dans Section 9, le seul qui est totalement humain, c'est Togusa, qui a un peu un caractère de connard dans le film, alors que d'habitude, trop pas. Tu sais, à un moment, il y a une séquence un peu drôle où t'as un type qui monte son ventre et il dit « Ouais, je me suis fait implémenter un foie mécanique, comme ça je peux faire toutes les sorties de bar et je peux aller picoler et tout. » Et Togusa, il dit « Ouais, putain, t'as que ça à foutre, je peux quoi ?» Enfin, tout le long, il est ultra désagréable, Togusa, alors que dans les autres films, il est assez... c'est le mec humain, tu vois, mais genre... c'est peut-être celui auquel on se rattache le plus, d'ailleurs. Hein. Bah ouais, parce que il a une famille, il explique plusieurs fois que lui il fait son boulot et qu'il a pas envie d'être modifié, il garde son humanité. Et c'est en fait souvent celui qui est le plus proche de nous, donc c'est celui qui va le plus découvrir l'ambiance de la section 9 et du fonctionnement aussi des androïdes, des cyborgs et de la façon très mécanique de penser des fois de Batou. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce Batou-ci. Celui-là est assez humain par rapport à des fois les réflexions qu'il fait dans Innocence. Des fois Batou c'est vachement limite hein. Tu sais, on va aller chercher les Yakuza. Comment ça on va aller les chercher? Et t'as Batou qui sort une énorme mitrailleuse et Togusa il sait pas quoi faire parce qu'il veut pas aller chercher les Yakuza quoi. Oui, et puis surtout lui il est mortel quoi. Oui voilà. Mais après dans le film, que ce soit le remake ou l'original, je trouve que Togusa c'est quand même un petit personnage, il est très secondaire. Surtout dans le film là, je crois qu'on le voit très peu, et puis il a 2 répliques et demie. Je dirais pas qu'il sert de projection au spectateur, parce qu'on le voit trop peu, mais vraiment Bateau, je veux dire son amour des chiens, alors forcément je partage avec Mamoru Oshii l'amour des bassets, donc, parce que c'est clairement une référence, on en parlait avant, mais le réalisateur d'origine, Mamoru Oshii, il met des bassets dans tous ses films. Et c'est pour ça que c'est pas tant un film Ghost in the Shell qu'un remake du Ghost in the Shell de Mamoru Oshii. Parce que Motoko, à un moment, elle a une carte où il y a marqué Avalon dessus, qui est une référence à un des films de Mamoru Oshii. Et plusieurs fois dans le film, on voit des bassets. Donc des espèces de petits chiens, là, les petits chiens avec les grandes oreilles. Bateau en a un. C'est plusieurs chiens quand il va les nourrir dans 2 scènes différentes. On en voit en hologramme dans la ville. Et on en voit 2-3 fois se balader. Dès qu'il y a un chien, c'est toujours des bassets, quoi. Il y a son chien qui est assis sur un transat à côté de lui. Juste à côté, bien pépère. Il y a aussi pas mal de références au film Innocence, et je trouve que, tu sais, à un moment, ils sont dans la boîte de nuit et ils se battent. Bon, alors il y a Motoko là, qui a sa tenue tirée du film Rise, et donc elle se bat en étant menottée là autour du pole dance, c'est marrant comme séquence. Et il y a Bateau qui se bat dans le truc. Et il y a 2-3 plans qui sont ralentis à mort. Et on voit une espèce, on voit, tu sais, il est dans le bar et il tire sur plein de bouteilles et plein de mecs. Et t'as une espèce de déluge de particules et d'effets spéciaux et tout. Et ça m'a clairement rappelé la séquence du supermarché dans. Du supermarché. Tu vois, j'ai pas fait attention. Je ferai plus attention la prochaine fois quand je le regarderai. Parce que c'est vrai que cette séquence de l'épicerie là, elle est incroyable. Elle est incroyable, oui, c'est vrai. Là aussi, Bateau, il y a clairement des citations à son égard. Après, oui. Le jeu d'acteur, parce que j'ai beaucoup parlé du personnage et cette interprétation du personnage, mais le jeu d'acteur, il incarne bien cette force tranquille. Il est moins sec
au niveau du visage. Ouais. J'aurais pas mis de barbe, par exemple. Je sais pas trop pourquoi il avait une barbe. Tu sais, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a de bonnes répliques. Même le truc, même si c'est tiré de Arise, la séquence où il se fait opérer les yeux et t'as Major qui fait un doigt d'honneur. Ah ouais, mais ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est une petite pépite cette séquence, elle est très bien. J'aimerais juste parler du jeu d'acteur d'un autre personnage. Je n'ai pas compris. Kitano. Ah. Il joue comme une armoire. Ah bah le mec, il a ses plans fixes. Il a ses plans fixes. Et même dans le ton, mais il a plus son tic. Mais dans le ton, mais t'as vraiment l'impression qu'il n'en a rien à foutre d'être là, hein, d'être dans le film. Il donne rien, mais autant t'as un hommage où on lui donne le flingue de Sonatine, tu vois, vraiment pour essayer de le... Enfin, j'ai l'impression que c'est le flingue de Sonatine, hein. Enfin, je sais pas, c'est un revolver. C'est un revolver, je crois, dans Sonatine. Là, tu l'as aussi. Le mec, il est quand même dans des séquences assez tranquilles. Et tu le méchant à la fin, dans une espèce de ralenti un peu ridicule. Mais bon, ça c'est le côté formel du gars. Mais bon, putain, on dirait que c'est juste pour légitimer que l'œuvre met en scène une personnalité japonaise dedans, quoi. Ouais, j'ai aussi trouvé ça un peu borderline. Et quand tu vois, et c'est gênant de voir que Kitano, il est là, il donne ses répliques, il en a rien à foutre, ça se voit. T'as l'impression qu'il est là, mais en même temps qu'il est absent complètement et que ça le gêne pas de pas en foutre une, quoi. Mais oui, il en a rien à foutre, quoi. C'est genre Mate. Le personnage qu'il incarne, Aramaki, c'est le chef, quoi. C'est la tête pensante du groupe de la section 9. Le type, c'est l'ultra mastermind, il connaît tout. Il se sent très concerné par le destin de ses personnages parce qu'il veut les laisser en vie, quoi. Alors, bon, tu as quelques répliques de Kitano qui vont dans ce sens-là. Il lui demande de pas sauter et elle le fait quand même. Mais c'est pas... je pense que c'est vraiment le ton, en fait, qu'il prend quand il délivre ses répliques où il est là, il bouge pas. Enfin, il n'y a pas d'émotion, je trouve, dans ce qu'il dit. Après, c'est moi, jugeant une performance d'un japonais, je suis mal placé pour juger quoi que ce soit. Mais ouais, t'as vraiment l'impression que le mec, il ne fait pas grand-chose, quoi. Non, mais il propose rien, je trouve. Kitano, il est pas du tout généreux là, sur ce rôle-là. Autant il y a un potentiel de personnage, mais là, pour le coup, ici, pour ce personnage-là, n'est pas déployé. Hein. Il y a juste la séquence que j'aime bien, mais c'est ça, je me suis dit tellement Kitano, quoi. C'est la séquence où il bute un flic, les mercenaires là de Hanka. Ouais. En fait, il vide les douilles sur le mec, genre je te crache dessus, quoi. Et il dit le truc, il dit une punchline, genre ils ont envoyé un lapin chasser le renard. C'est renard, le côté filou, le côté rusé de la section 9. On me la fait pas à moi, quoi. C'est ça, et le fait que Kitano sorte cette réplique-là, tu penses à Sonatine, à Nabi, à Nikki, tous les films comme ça. Et concernant Scarlett Johansson, gros sujet, dans son jeu, hein, parce que c'est quand même pas facile de donner l'impression en tant qu'actrice d'hanter son corps. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Pour ma part, je trouve un petit peu trop d'émotion dans le visage de l'actrice. Bon, en même temps, voilà, elle doit travailler le regard, parce que dans l'animé, le personnage a quand même des regards assez impressionnants. L'absence, en fait, d'émotion dans le regard. Bon, là, l'animation peut travailler dans ce sens-là. C'est pas facile de le retranscrire dans le film. Je trouve qu'elle y arrive, mais par moments, en fait. Par moments, elle paraît vraiment morte. Je trouve, par exemple, la scène avec les chiens. Elle a vraiment, je trouve qu'elle a, dans la gestuelle et dans le regard, elle a une incompréhension totale pour ce qui se passe. Et quand elle va aller voir une deuxième fois, t'as les chiens qui sont en bas du cadre et elle est dressée comme un piquet devant eux et elle sait pas du tout quoi faire. Elle se penche pour en prendre un et se dire, tu vois, presque comme si elle essayait de recréer la situation avec la femme, avec la prostituée, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? À quoi ça sert ? Et c'est tout court, mais en fait là je trouvais qu'elle jouait bien Motoko. Et il y a d'autres moments où c'est trop d'émotions, trop de modifications dans le visage. Et là je trouvais que l'aspect froid et d'Android échappait un petit peu pour laisser exprimer l'actrice, la star avec ses petits mimiques, tu vois, son petit sourire de côté, parce que ça, Scarlett Johansson fait ça dans tous les films. Mais là, je trouve que c'est pas constant, en fait. L'effort et l'impression de ressemblance avec le jeu dans l'animation n'est pas constant d'une scène à une autre. Et ça m'a un petit peu gêné.
Après, encore une fois, moi je suis pas, oh là là, moi je n'ai pas étudié la méthode d'acteur studio moi c'est vraiment une impression de spectateur. Hein. Le truc, c'est que Scarlett Johansson, elle a quand même une carrière assez atypique, je vais en parler maintenant, mais elle a quand même une carrière assez intéressante parce qu'elle a pour habitude, c'est ce que je dis souvent, qu'elle incarne la désincarnation en fait. C'est que à travers des films comme Under the Skin, Her, Lost in Translation... Elle a joué aussi dans La jeune fille à la perle, qui est un film uniquement sur le regard, tu sais, c'est la confection du tableau. Ouais. Et là, elle joue la personne qui est dans le tableau et c'est un film qui est uniquement sur le regard et comme tu l'as cité avec les autres films, c'est un film d'auteur où il y a un jeu d'acteur qui a déployé au-delà d'une femme d'action comme on a pu avoir dans Avengers ou dans Lucy. Et je crois que c'est justement ces deux facettes qui a peut-être mis la puce à l'oreille pour Rupert Sanders et pour les producteurs. Elle est bankable et elle a ces deux facettes en elle. Et c'est peut-être le meilleur choix occidental pour jouer un tel personnage. Oui, totalement. Et c'est pour ça que ce film, pour moi, hein, c'est clairement dans la continuité de sa carrière. Hein. Oui, bah justement, c'est pour ça que c'est quand même un choix qui a été extrêmement contesté, extrêmement controversé, des mois, des années même avant la sortie du film. Dès qu'elle a été annoncée, oui, c'est du whitewashing. On va mettre une actrice blanche pour jouer une japonaise, etc. Scarlett Johansson en tenue moulante, ça fait vendre. Parce que ça se négocie pas, au Japon, t'as pas des masses d'actrices qui vont vendre à l'international et qui sont compétentes. Hein, et qui ont envie d'un rôle aussi compliqué que ça. Il y en a pas. Hein. Compétente sans doute, mais pour entrer dans un cadre occidental, pas vraiment. Pourquoi Scarlett Johansson et pas, je sais pas, Jennifer Lawrence, Emma Stone, enfin voilà, des actrices bankable. C'est vrai que Scarlett Johansson, elle a cette trajectoire de carrière qui, du coup, ces deux facettes, c'est-à-dire la facette blockbuster et film d'auteur, c'est vrai que c'est très intéressant. Avec Scarlett Johansson, on a un putain de potentiel. On a l'actrice la plus glamour d'Hollywood qui va jouer un cyborg ultra désirable, mais qui est un cyborg. Le film ne le traite pas. Ouais, mais c'est très limité, mais parce que le film est pas un rated R, ou sinon, voilà, ça aurait été un peu... tu vois, au-delà de bouts de chair et des bouts d'épaule, c'est tout ce qu'on aura en Peggy 13, hein, parce que en rated R, on aurait des choses au niveau... Voilà, on aurait peut-être plus de matière, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'en fait, il se couvre un petit peu avec l'espèce de tu sais, de combinaison en compartiment qu'on voit que c'est limité par des traits. Ça permet de montrer le corps tout en ne le montrant pas. Là-dessus, c'est assez marrant parce que j'ai pensé en voyant... Alors, deux choses. La première, c'est que j'ai pensé tout de suite, quand j'ai vu vraiment ce design assez particulier avec les lignes de démarcation, j'ai pensé à Kara, où c'est un peu les mêmes thématiques, c'est-à-dire l'artificialité du robot, elle est montrée parce qu'elle a des lignes, quoi. C'est un puzzle, quoi. C'est genre, elle a un bout de bras, elle a un bout de torse, sa cage thoracique, elle est en 5 parties, c'est un puzzle, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça anesthésie pas mal le côté érotique de son corps, et c'est un peu ce qu'il y a dans Kara, en fait. Ça permet aussi, je pense, de faire un contraste plus intéressant avec Kouzé, qui est lui une version antérieure, qui est un peu de la même façon, en fait, qui a aussi des lignes de démarcation, mais qui sont beaucoup moins fines, qui correspond aussi à Kouzé, modèle obsolète. Il a des ratages quand il fait sa voix synthétique, qui se répète des syllabes. Enfin, il y a toute une esthétique. Très stylé, ça. Ouais, c'est assez... je trouvais que Michael Pitt j'ai pas du tout cru dans le personnage. Je trouvais que l'acteur ne jouait pas très bien. Bon, on lui donnait pas forcément des super répliques. Mais par contre, le design et la synthèse vocale, c'était vachement bien. Et juste du coup, pour Johansson, du coup, voilà, il y a ce truc des lignes de démarcation qui m'ont fait penser à Kara. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que justement, c'est assez marrant parce qu'en fait, j'avais lu une interview et il me semble que donc quand Motoko, le personnage, est nu, et en fait, l'actrice Johansson, son corps, il est pas numérique, elle avait une tenue comme une seconde peau. Et en fait, moi, ce qui m'a pas mal gêné, c'est que justement, il y a des plans où on la voit cadrée, on voit un bout d'épaule, et là, en fait, elle a pas sa tenue. Justement, quand elle se déshabille de sa tenue de plongée, on voit le grain de la peau, mais même de loin. Hein. Mais même quand elle se fait réparer, à un moment, elle se fait réparer, je crois, un bout du poignet, et tu vois que c'est sa peau, c'est pas la combinaison. C'est pas la tenue. Ce que l'animé montre, c'est qu'en fait, sa capacité, elle l'a nue de base, et donc
Elle peut pas, enfin, elle l'aura quoi qu'il se passe, alors que dans le film, ça semble être une tenue supplémentaire à revêtir. Si, non, il y a un côté très artificiel à cette fausse peau, alors que normalement c'est son corps. Hein, ouais, voilà, c'est ça la nuance en fait. En fait, c'est parce que c'est son corps, hein, c'est pas dans le film, il est aucunement dit qu'elle met une tenue qui ressemble à une double peau, c'est marrant. Mais non, c'est vraiment son corps, sauf je trouve que son corps sonne très faux. Ouais, mais là on touche sur une idée de production. Hein, quand tu vois un petit peu, tu le vois au début du film, t'as des logos de production quand t'en as 4 ou 5. Le film a eu beaucoup de producteurs, beaucoup de maisons de production. Il y a un des producteurs de l'animé original qui produit le film. Je pense que ça devait être vraiment pas facile du tout de négocier avec tous ces gens-là. Hein. Je pense que vraiment la transposition de l'animé en live, ça devait pas être de tout repos. Autant Disney, c'est une autoroute parce que ils refont leur propre film, donc c'est une sauce interne. Et enfin, ils ont beaucoup plus de contrôle en fait sur ce qu'ils veulent faire. Même après, le résultat, c'est autre chose. Mais ici, on est quand même dans une transposition d'un dessin animé d'un autre pays, qui appartient à une autre société par les Américains. Alors en plus, c'est trop amusant parce qu'on veut faire un remake live, mais il y a énormément d'images de ce remake live qui sont des images par ordinateur, donc qui sont issues de l'animation. Donc en fait, quand tu vois le film en termes de production, cette fameuse dichotomie entre le film live et l'animation, elle est amenée à disparaître puisqu'on a un mixte de l'un et de l'autre par l'utilisation massive de CGI, ce qui rend même presque un côté un peu méta parce que tu as la fusion entre la machine et l'humain dans le film, l'humain augmenté, et bien là tu as presque le film augmenté quoi. Tu reviens par la mise en scène, t'as un peu cette idée-là, quoi. Et ici, c'est bien fait en plus. Quand tu vois un peu la production design du décor, tu vois que c'est un décor qui existe vraiment. Hein, et tu vois en fait qu'il y a plein de fonds verts derrière et qui vont augmenter le décor déjà présent par l'utilisation d'hologrammes pour rajouter des bâtiments ultra hauts en fond pour donner vraiment l'impression d'une ville mais monumentale. Donc moi c'est pour ça que j'aime beaucoup plus que la connexion, j'aime beaucoup l'idée d'augmentation, ce qui n'est pas autant présent dans l'animé, mais dans celui-ci il y a une opportunité de créer quelque chose et ça j'ai beaucoup aimé quoi. Le film a des plans de la ville exceptionnels. On a un plan, c'est le premier plan de la ville qu'on voit, c'est un plan de nuit où on a la caméra qui se la joue montagne russe en passant comme ça entre les ponts. Tu vois des hologrammes monumentaux. À un moment, il y a quelqu'un qui danse et on a toute la robe qui fait un mouvement circulaire, qui fait comme un espèce de chapiteau, mais c'est magnifique, hein. On rentre vraiment bien dans la ville, les décors sont soignés, comme tu disais, Alexandre, ça fait penser à Blade Runner, il y a de l'eau partout, c'est sale partout, il y a de la fumée, il y a beaucoup de gens qui circulent, toujours dans des looks un peu spéciaux, je crois même à un moment j'ai cru voir de la pluie holographique. Il y a vraiment un délire, ça fait un peu penser à la ville de AI, intelligence artificielle, mais version polar, tu vois. Il y a un travail sur la pollution, vraiment, j'insiste particulièrement parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu un travail, une volonté de proposer une ville sacrément travaillée. Tu l'avais un petit peu dans Zéro Théorème de Terry Gilliam, où t'avais des tonnes de trucs qui popaient. T'avais en fait les pubs qui coursaient le mec sur les murs, t'avais la pub qui suivait le mec sur le mur. Ça c'est des idées géniales. C'est une idée brillante, ça. Ah oui. Dans le film, même si, encore une fois, c'est dommage, et ça, j'en veux un petit peu au film, de ne pas nous avoir donné cette séquence onirique sur la ville, parce que la séquence qui pourrait être le point culminant poétique et vraiment la grosse claque du film, c'est cette séquence de la ville, voilà, où on verrait tous les contrastes, les différences et aussi l'enjeu des personnages principaux étendu à la ville. Eh bien tu l'as pas, et moi ça m'a assez attristé. Je me doutais bien qu'elle y serait pas, mais tu sais, tu as l'envie de croire. Autant cette scène n'est pas malheureusement dans le film, autant il y a d'autres scènes qui sont représentées, voire même avec des plans très très similaires, voire quasiment copier-coller. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a des choix qui sont vraiment très différents. Par exemple, le choix de l'interrogatoire. Quand ils arrivent à capturer un des malfaiteurs, on va dire. Ouais, personne piratée. Autant dans l'animé, ça semble être un interrogatoire très polar, très film policier. Personne dans une pièce éclairée et des gens lui posent une question.
Et après, il lui montre une photo. Et puis voilà. C'est très polar, tout ça, c'est très policier. Film noir. Dans ce film-là, on a vraiment une mise en scène très très différente. Ça me fait beaucoup penser un peu à la mise en scène de Skyfall. Avec la personne menaçante dans un enclos et qui va dévoiler des choses aux personnes qui sont extérieures et qui sont en état d'observation, de spectateurs. Tu vois pas pourquoi la mise en scène est aussi spectaculaire pour un moment pas fort en révélation et si pauvre en fait en information donnée aux spectateurs. Ben, c'est une séquence qui est très mal digérée parce qu'elle essaie. Et elle est longue en plus. Elle est longue, elle est très mal digérée, elle essaie vraiment de plaquer l'action qu'on a dans le premier film. Donc il y a ce pauvre éboueur là dans le premier film qui en plus a une tête toute gentille alors que là il a une gueule de méchant quoi. Ouais. Dans le film, c'est donc dans le premier film, rappelez-vous, c'est l'éboueur qui se fait pirater, qui doit aller chercher une carte ou je sais plus quoi à des espèces de bornes et qui en fait donc une fois à l'interrogatoire se rend compte qu'il n'arrête pas de parler de sa fille. Dans le film d'origine, c'est sa fille qui est si belle, qui fait des concours, mais alors etc. qu'ici, là, cette fois-ci, elle joue du violon. Ici, c'est l'éboueur qui est le méchant. Parce que, encore une fois, on parle de mêmes scènes et tout ça. Ah oui, c'est les mêmes scènes. Mais en fait, non, tout est réduit. Tout est ah oui, moi coupé je confonds en plus. Tout est coupé en petits morceaux en fait. Ici, t'as des mecs dans un camion qui est vaguement un camion d'éboueurs, mais on n'en sait rien. Les mecs, tout d'un coup, ils sortent des armes. Si, il y a un logo recyclage dessus. Ouais, mais alors les mecs, ce sont des éboueurs, ils sortent des armes automatiques. Qui se fassent pirater, ok, mais alors que les mecs dans leur camion d'éboueurs ils sortent des armes automatiques, ça je veux pas le croire. Alors que ça voudrait dire que le Cousé il s'est amusé à mettre des armes automatiques dans le camion d'éboueurs, que les éboueurs ne les aient pas vus et qu'après ils sortent tout d'un coup, oh là là on est piraté, oh bah on va sortir les armes. Enfin, ça c'est grossier. Alors que oui, vrai, dans l'animé t'avais quoi? T'avais un mec qui cassait la tête aux éboueurs et après que Kusanagi allait chercher. Tu vois, beaucoup plus simple. Et là, en fait, ils ont réduit la scène, parce qu'elle est très longue dans l'animé. Là, ils ont réduit la scène en coupant des enjeux et des personnages pour que ça soit plus simple pour eux à mettre en scène rapidement. Et dans le découpage, c'est la même chose. Les moments où on a la personne qui est invisible, qui sort, qui essaye de s'échapper de la section 9, eh bien, dans le film, elle ne passe pas par le marché, hein, où on a Batou qui tire sur des melons, ou des pastèques, qui tirent sur des pastèques. Ces images esthétiques qui est après repris dans Matrix et tout ça, bah là tu l'as pas. Et tu as aussi un découpage avant d'arriver à l'endroit où il y a de l'eau, où il a pied sur l'eau, eh bien on a toute une séquence où il passe dans des quartiers vides et on a un plan qui est vraiment copié-collé pour le coup de l'animé où on a un avion qui passe au-dessus de lui. Mais le découpage ne laisse pas le temps à l'onirisme du lieu. C'est très très rapide, il est plus fonctionnel qu'onirique. Et ça c'est le cas totalement. Pour toutes les séquences qui sont reprises, le saut ou le réveil du Kusanagi. Alors ça c'est aussi un exemple que je trouve assez fascinant parce qu'on dit que ouais, c'est le même plan. Peut-être dans la valeur de cadre c'est le même plan, mais je peux vous assurer que c'est pas du tout le même plan et ça veut pas du tout dire la même chose. Dans l'animé, le plan est dans le noir complet. Tu vois le Kusanagi est à la même couleur que son environnement. Tu ne fais aucune distinction. Tu vois, elle est dans le noir complet, littéralement, parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Et la chose aussi intéressante, c'est que le fond est très éclairé. Elle voit le ciel de là où elle est. C'est clairement un cadre dans l'animé. Là, c'est genre, oui, il y a une fenêtre. Mais non, mais c'est au-delà de ça. C'est qu'il y a une fenêtre, mais les bâtiments couvrent sa vision du ciel. Et je trouve que c'est très très fort en termes d'isolement du personnage. Et bien sûr, c'est là où l'animé a une force de proposition en fait, l'animé a moins de contraintes, c'est qu'il faut éclairer la star. Et donc, le plan est en pleine lumière, ce qui donne une impression radicalement différente. Donc, on a beau crier « Ah, c'est copier-coller », ah non, pas du tout. C'est très très différent, parce que si ça devait être copier-coller, bah, on aurait les mêmes émotions. Bah, c'est pas du tout le cas. C'est comme les poupées au début du film. Ça a l'air vachement bien et c'est le copier-coller, elle s'ouvre comme dans Ghost in the Shell l'innocence. Ça reste des objets creux, sans âme quand elle dit ne me tuez pas. Mais c'est encore une fois, c'est une porte d'entrée ouverte. Tu dis c'est énorme, mais ça ne sert à rien et c'est jamais repris par la suite. J'aimerais rebondir sur plusieurs choses. Je t'en prie. Sur notamment la question de la ville, vraiment en termes... Alors du coup, moi ce qui m'a énormément plu dans le film, et c'est pour ça que je lui pardonne beaucoup de bévues scénaristiques, et beaucoup de facilité scénaristique, c'est qu'en termes d'iconographie et en termes de visuel
en termes de direction photo et en termes de décor, il est d'une générosité comme on en voit rarement, je trouve. Ouais. Et pour le coup, c'est pour ça que je lui pardonne tout. Tu disais que la ville, tu l'as vraiment ressenti comme Blade Runner, poisseux, dégueulasse, etc. Ouais. Ben, les plans aériens. Déjà, il y a un plan aérien qui cite Blade Runner, hein, très clairement, qui est extrêmement douche. Et il y a un bâtiment qui ressemble à mort avec cette espèce de gros bâtiment en forme d'hexagone. Bon, ça, c'est de la citation. Mais justement, Blade Runner, c'est vraiment un film où il y a de la pollution, où il n'y a jamais... Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, il y a jamais... Et encore, dans Blade Runner, il y a appendix et des pluies acides. T'as tout le temps de la grisaille à cause du nuage de pollution qui est au-dessus. Il fait tout le temps moche. T'as que des objets de récup partout, des néons qui ont été récupérés. C'est vraiment une espèce de bric-à-brac. En fait, la ville dans Blade Runner, c'est de l'accumulation de détritus et de l'accumulation d'objets technologiques qu'on a redisposés pour faire une espèce de ville qui est certes technologiquement évoluée, etc. Mais je trouve que c'est très poisseux, c'est très crade, c'est très... tout est ouvert sur tout et t'as des détritus partout. C'est clairement la logique de la société de consommation poussée à bout. On est noyé dans les détritus, mais par chance, les détritus, ils ont des circuits imprimés, youpi, quoi. Alors que là, je trouve justement, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je me suis dit pendant le film, et peut-être qu'en revoyant, j'aurai de nouveau cette impression. Je pense qu'en termes d'imagerie de la ville, avec ce Ghost in the Shell, on a un deuxième Blade Runner en termes d'imagerie, et qu'à mon avis, ça va quand même vraiment marquer les esprits. Parce que justement, je trouve que cette ville est beaucoup plus propre, beaucoup plus ensoleillée. Je trouve que c'est beaucoup plus clean. J'ai pas l'impression que Rupert Sanders était particulièrement à fond sur la représentation de Hong Kong ou tout ça. Il a pris un peu ses distances avec, avec ça. New York. Ouais. Je trouve que c'est vraiment New York dans l'esprit, hein. Pas au niveau des bâtiments. Oui. Et même de l'architecture. De toute façon, j'y connais rien en architecture, ça règle l'affaire. Mais je trouve qu'on a vraiment une ville qui est internationale, qui m'a un peu fait penser aux villes de Man of Steel ou de Star Trek, parce qu'elles sont très blanches, très éclairées. Il y a de la lumière qui passe. Mais elles semblent saturées parce que les hologrammes sont absolument à tout niveau, en fait. Et c'est ça. Et justement, et contrairement à Blade Runner où il y a tout qui est dans la crasse, là j'ai l'impression qu'on élimine la crasse. Et que de toute manière, il n'y a plus de crasse parce que tout est tellement irréel. C'est tellement une ville où tu as l'impression qu'un bâtiment même est une illusion. Tu as un avion, les espèces d'avions oiseaux là, qui ont été repris, qui est en train de chercher Motoko. Et du coup, ils volent. Et en fait, ils envoient une espèce de rayon sur des immeubles qui en fait les scannent. C'est une espèce de rayon X à immeuble. Ah oui. Du coup, on voit plusieurs étages d'un coup. Et c'est une idée toute conne de mise en scène. Hein. Mais je trouve que parce que les bâtiments, on peut les traverser comme des rayons X, parce que maintenant on peut presque les disséquer et les voir à travers tel quel, je trouve que ça, en fait, ils perdent de leur matérialité. Ils sont plus solides. Par les rayons X des bâtiments, tout ça, c'est plus la ville crasseuse de la société de consommation qui est poussée à bout, c'est la ville de l'ultra-connexion et du coup des images qu'on a tous en commun et des images qu'on projette dans notre ville. Une ville augmentée, quoi. Bah, une ville augmentée, mais une ville qui est... Ah là là, je vais lâcher le mot, on va me taper dessus s'il y a des experts qui passent dans les commentaires, mais une ville qui est en fait simulée, en fait. C'est clairement une ville de la simulation, en fait, où genre il y a tout qui est faux. En fait, c'est clairement des images qui ont remplacé le réel, c'est des images de bâtiments qui... Comment on fait pour voir si un bâtiment est vide? On scanne et on a l'image du bâtiment. On va pas vérifier nous-mêmes. Pourquoi faire? Ça perdrait trop de temps. De ce côté-là, Ghost in the Shell frappe, à mon sens, juste et peut-être réactualise l'image moderne qu'on a de la ville cyberpunk, non pas dans ce qu'elle a de poisseuse, dégueulasse et gouvernée par les tyranniques et pollueurs Weyland Yutani ou alors les corporations à la Blade Runner, les craintes des auteurs des années 80, donc de la société de consommation qui est poussée à bout, mais que maintenant on est dans l'ère où la crainte du virtuel et du réel, quoi. L'indistinction. Oui, enfin pour aller dans le détail, c'est pas totalement ça, mais oui, enfin l'indistinction entre le fait que la réalité est constituée d'images mentales qu'on partage tous en fait, et que à l'ère de, je vais utiliser des gros mots et des gros concepts, mais à l'ère de Snapchat, à l'ère de tout le monde a un smartphone et on a tous un imaginaire virtuel commun enfin un imaginaire virtuel c'est un pléonasme, mais on a tous un imaginaire fait de technologie
qu'on développe en commun grâce à Internet et à la connexion, des images qu'on a tous en commun, des mèmes qu'on a tous en commun, et ben Ghost in the Shell le virtualise dans la ville. Oui. Tu sais, des espèces de grandes publicités qui s'animent. Oui. Qui dit que dans New York, il n'y aura pas des trollface ou des pédobères au-dessus des immeubles qui s'animeront. Enfin, tu vois, j'avais vraiment cette sensation-là. Et je trouve que de ce côté-là, Ghost in the Shell réinvente la ville. On a déjà vu ça ailleurs, mais je trouve que là, il l'ancre dans un blockbuster qui, à mon avis, va faire un tas de trucs et aura sans doute une descendance, en tout cas en Occident. Et je trouve que là-dessus, c'est peut-être la plus grande trouvaille et la meilleure trouvaille du film. Ouais, je suis d'accord. En termes de représentation de la ville. Et moi, c'est pour ça que je lui pardonne tout. Et ce sera très intéressant aussi de voir comment la ville sera représentée dans un autre grand film de science-fiction qui sort en fin d'année, Blade Runner 2049. Comment, Exactement. cette fois-ci, Blade Runner, lui, va représenter la ville? Est-ce qu'il va essayer de garder, en fait, l'esprit du premier film, ou est-ce qu'il va aussi s'adapter à notre monde? Ouais. Donc ça, ce sera une question à découvrir dans quelques mois. Je voulais du coup revenir sur d'autres trucs iconographiques, moi, qui m'ont vraiment ouais, dis-moi. Les costumes, je trouve qu'il y a un travail sur les costumes qui est formidable. Ah, ouais, pas forcément ceux de Motoko, je les trouve presque un peu ratés. Les costumes de Motoko, bon déjà le costume là, l'espèce de double peau invisible, je le trouve dégueulasse. Autant sur les trailers et tout, ça me dérangeait pas trop. Autant là, je trouve que visuellement, ça sent qu'il y a sa vraie peau sous sa peau, quoi. Au niveau de l'articulation, des plis, etc., ça marche pas trop. Ouais. Je trouve que, tu sais, c'est comme si t'avais... c'est comme les trucs en soirée ou les trucs genre à la Phil Frank, où ils ont une espèce de combinaison en un seul costume que tu mets pour le carnaval, ou je sais pas quoi, les trucs bleu flash, là, dégueulasses. Bah, j'avais un peu cette sensation-là, et ça m'a totalement sorti du truc. J'étais là genre, non mais autant lui faire un corps numérique à la Robocop, quoi. Enfin, là, ça marche pas du tout. Par contre, ouais, le costume rouge là de Arise, je le trouve un peu foiré, ça fait un peu bleu de travail rouge, quoi. Oui. Enfin, c'est pas terrible. Après, il y a des costumes, genre, à un moment, elle a une espèce d'énorme veste quand elle va nourrir les chiens, je trouve ça très stylé. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pour se protéger de la pluie, on dirait. Ça lui donne un côté vachement ample. Ouais. Le costume de bateau aussi est très bien. Moi j'ai beaucoup aimé le costume des scientifiques là qui sont auprès d'elle et qui ont un espèce de masque avec une espèce de waveform là en orange. Je trouvais ça assez stylé. Ouais. Et les gars dans le bar. Ouais, les gars dans le bar, ils sont vraiment... de barman machete, là. Ouais, ils ont tous des gueules. Alors, bien sûr, ces Asiatiques, c'est les méchants, c'est pas super, mais oui, ils ont tous des super gueules. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, l'espèce d'augmentation avec la mâchoire. Ouais. Ah, mais ils sont amusés. Alors que c'est juste une scène, mais dans le détail de personnages. T'as même un insert, voilà, justement, sur le mec de la mâchoire, tu le vois une fois, quoi. Mais c'est cet insert qui donne une richesse. Et je pense que vraiment ce film a un énorme point positif, c'est qu'il a une richesse par le détail, par ces petits inserts qui montrent une vie, qui montrent aussi d'autres individus qui ont des histoires. Mais c'est pour ça que là on a énormément parlé et un peu craché sur le scénario. Mais je pense que tant qu'on viendra, c'est qu'on peut absolument pas reprocher au film d'être malveillant. C'est que justement, je trouve qu'il y a une générosité et une volonté de bien faire qui vraiment dégouline. Ouais. Même si en effet le scénario est paresseux, mais au niveau visuel, avant de raconter des histoires, s'il y a juste des propositions esthétiques, moi je saute au plafond. Oui. Donc, après, bon, la fabrique d'images, il y a quand même des CGI qui sont assez dégueulasses. Hein. Moi je trouvais que quand les mains tapotent sur le clavier, les mains augmentées, je trouvais que l'animation était floue. C'est-à-dire qu'elle elle avait pas de... C'était pas en HD, j'avais l'impression, tu vois. En fait, le fait qu'il y ait tellement de doigts qui tapotaient en même temps, t'avais l'impression qu'il y avait un flou dans l'animation. C'est un peu gênant, surtout quand c'est du gros plan. La scène de fin, je l'ai trouvé dégueulasse. Le tank quand elle saute de débris en débris. Non, le tank. La spider blindée, là, je trouvais que c'était pas très beau à voir. Enfin, vraiment, j'y croyais pas. Le décor m'inspirait pas non plus. Et le bras qui se casse, bien sûr, référence à l'animé, mais le bras qui se casse pour essayer d'ouvrir le truc, CGI à mort. Alors en même temps, c'est plutôt amusant parce que dans l'animé, c'est vraiment, tu peux faire ressortir l'organique. Ici, tu sais très bien que c'est du CGI, mais étant donné que le corps est artificiel, on sait que son corps est artificiel, donc le CGI est presque justifié d'une certaine façon, parce que c'est de l'artificiel qui n'existe pas pour un corps qui n'existe pas. Donc bon, ça peut jouer, mais c'est pas très beau à regarder. Enfin, je veux dire, dans 3-4 ans, ça va vieillir à mort et tu vas voir cette
séquence. En plus, c'est au ralenti, donc t'as tout le défaut. T'as le temps, en fait, de te poser la question, c'est du vrai ou c'est du faux, ce truc-là? Et ça, c'est super gênant, je trouve. Alors, bien sûr, production 110 millions de dollars, c'est beaucoup. Mais bon, quand tu sais que Scarlett Johansson a déjà 10 millions dans la poche, bon, tu vois déjà qu'il y a un peu moins de budget et les effets spéciaux, c'est souvent les derniers à avoir du budget. Donc, je trouve des fois, alors, la proposition de ce qu'on voit est bien, mais l'exécution de l'effet est un peu, pour certaines fois, mal fait. Enfin, n'a pas beaucoup vieillira vite. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de films, malheureusement, et ça, je le regrette un petit peu. J'aimerais revenir sur ma séquence préférée du film, je pense. Dis-moi. Et peut-être une des rares séquences originales, totalement originales, mais que je trouve merveilleux. C'est la séquence où on voit pour la première fois Kuze, et c'est pour ça que j'ai autant aimé cette séquence. C'est quand, justement, il me semble que, justement, Motoko donc se connecte à la geisha. Et là, on a une séquence que je trouve merveilleuse. C'est le moment où en fait, elle plonge dans de l'eau. Et en fait, c'est l'iconographie qu'on voit souvent de la mer d'informations. C'est-à-dire, elle plonge dans une espèce de flotte où il y a des données partout, des trucs numériques partout qui s'affichent et tout. Et visuellement, j'ai trouvé ça tellement stylé. Et en fait, ensuite, elle atterrit dans une espèce de salle. Et en fait, elle avance un peu. Et du coup, on voit au loin. Et moi, je trouve qu'il est... Le seul film que ça m'a rappelé, c'est Crimson Peak de Del Toro. Et j'ai limite trouvé que ce film... que ce plan était assez terrifiant. En fait, il y a Kuze, qui est donc tout encapuchonné, qui ressemble plus à un Nazgûl que cœur, quoi. Et en fait, il est allongé presque. Enfin, il y a une personne qui est allongée et Kuze, encapuchonné, vomit des câbles dans la gueule de l'autre. C'est assez curieux. Enfin, genre de la capuche sort une liasse de câbles qui vont se connecter au type. Donc on comprend qu'il est en train de le pirater. Et la caméra avance tout doucement dans un travelling. La musique est assez angoissante. Et tout à coup, il se retourne vers la caméra. Il y a une espèce de jumpscare qui pourtant a été assez bien build-up par ce travelling. Même j'ai sursauté, alors que ça fait des années que j'ai pas sursauté devant un jumpscare. Mais là, j'étais pas serein. Et c'est le moment où Motoko se fait pirater parce que le hacker l'a vu, en fait. Et ça, je trouve que cette séquence, elle est assez ouf parce que c'est quelque chose qu'on souligne souvent, mais que je trouve qui n'est pas beaucoup montré, c'est qu'aujourd'hui, se faire pirater un compte Facebook, Twitter, ou même se faire pirater, ou avoir une présence intruse sur son ordinateur, il y a quelque chose de très angoissant, en fait. Et le hacking, c'est clairement une agression qui peut parfois être vécue avec beaucoup de violence. Et je trouve que la violence est représentée visuellement avec ces gens qui essayent de la prendre, là. Cette marée de gens, cette marée de bras, incroyable, cette séquence. Ouais. Mais moi, elle m'a assez effrayé. Et je trouve que justement, le coup du hacking comme une vraie menace agressive, terrifiante, presque, tu sais, alors pour le coup, c'est le fantôme dans la machine, mais vraiment, tu sais, d'une menace spectrale de... c'est pour ça que j'ai pensé à Crimson Peak. Dans Crimson Peak, il y a une séquence au début du film où en fait, il y a un spectre qui traverse les murs et qui va vers le personnage lentement dans une espèce de truc inéluctable. Elle avance, elle avance. Et justement, j'ai trouvé ça aussi, là, dans le film, très bien réussi. Je me suis dit, putain, il y a une vraie angoisse, quoi. Il y a vraiment un danger qui est un peu nébuleux, un peu spectral pour le Major. Et j'ai trouvé que ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure séquence du film. Et justement, après... le Major se fait pirater, et t'as une espèce de vague humaine. Encore une fois, l'idée de connexion, la vague humaine où elle se fait embarquer par des espèces de morts-vivants. Alors ça, en termes visuels, j'ai trouvé ça proche, en termes de puissance visuelle d'une idée récente. Putain, ça synthétise bien des choses, quoi. Je trouve que, déjà, au niveau de la mise en scène, je trouve que ça ressemble vachement à une paralysie du sommeil. Tu sais, où t'as cette personne allongée, t'as une espèce de spectre au-dessus de lui. Tu sais, comme quand Frodon dort et que t'as le Nazgûl au-dessus de lui. Ou exactement. alors même, je pense à l'horreur japonaise avec Ju-On et tout. Tu sais, ce côté, genre, putain, je suis dans mon lit et il y a une présence malveillante de ouf. Tu sais, Conjuring aussi, tous les films d'horreur où, genre, il y a quelque chose sous mon lit, il y a quelque chose sous mon lit. Putain, il y a un truc dans le coin de la salle. Et vraiment, j'ai trouvé que, ok, il y a peut-être un virus sur mon PC. Il y a peut-être, tu sais, genre, je le vois, je le sens, mais il m'a pas encore détecté, mais j'approche tout doucement et je veux voir d'un coin de la porte. Et il se retourne vers moi, il m'a vu. Je trouve qu'il y a un truc. Je trouve que ça marche à mort, quoi, cette séquence. Peut-être, j'anticipe un peu, mais peut-être que dans cette critique,
vous nous aurez peut-être reproché de beaucoup parler de ce que le scénario aurait dû faire. Et c'est vrai que moi-même, en tant que lecteur de critiques, c'est des points de vue que j'aime pas trop. Mais justement, c'est parce que le film ouvre ces portes-là. Et la plus grande porte qu'il ouvre, c'est il y a un type, son projet, c'est de connecter des hommes entre eux, non pas des intelligences artificielles ou alors de pirater des gens augmentés. C'est de créer un réseau d'hommes dans un souterrain de drogués, quoi. Et on rejoint là-dessus Matrix, quoi, où il y a ce côté vertigineux où en fait les humains sont en batterie dans un hangar de 10 km² et ils sont tous connectés, quoi. Il y a ce côté un peu terrifiant, enfin, vraiment, vraiment terrifiant, quoi. Et cette séquence, et moi je pense surtout à la direction photo, qui pour le coup, t'as l'impression limite que ça a été fait à la pellicule, tellement l'image et la lumière est crue, et la poussière, et Ouais. où ils sont tous connectés. Il y a de la flotte aussi au sol. Il y a de la flotte au sol. Mais il y a de la flotte partout, de toute façon, dans ce film. Oui, oui. Oui, mais à ce moment-là, il y a de la flotte au sol, et moi, ça m'a fait penser au dessin animé Serial Experiments Lane, qui est une œuvre merveilleuse que je vous recommande tous aussi si vous aimez le cyberpunk. Mais là, tu sais, il y a vraiment ce côté wow, ça y est, le film est devenu ultra spirituel. T'as des mecs en réseau, tu sais, genre la métaphore d'un proxy, ce dont j'expliquais tout à l'heure, là, le fait d'utiliser un PC pour cacher un PC, pour se connecter à un PC, etc. C'est genre maintenant, ça a atteint le stade humain. Genre, on se connecte entre nous pour pirater l'un l'autre. Enfin, c'est devenu genre l'humanité est connectée maintenant. Ben, la connexion entre les êtres vivants dans le film apparaît aussi d'une autre façon quand tu as les gars qui sont en train de communiquer sans parler. Et ça, c'est une énorme. Enfin, ça, c'est une référence clé aussi de l'animé. C'est que tu as combien de fois les gens de la section 9 parlent entre eux sans bouger les lèvres. Et tu as des communications. En plus, là, ils font un espèce de son de design assez sympa pour montrer que c'est vraiment une voix intérieure, une voix qui vient d'un système technologique. Un peu étouffé. Ouais, voilà. Alors, à des moments, je trouvais que ça marchait super bien quand ils sont dans le bar, tu vois, et qu'il y a Batou qui demande de façon un peu insistante est-ce que Major, est-ce que ça va, est-ce que je peux venir, quand est-ce que je sors les flingues, quoi. Et il y a d'autres moments où je trouve que ça marche pas du tout, où presque là, ils se sentent obligés de faire parler l'actrice quand elle parle à Aramaki. Ah oui, oh, les mecs de Anka, en fait, c'est des méchants et tout ça. Elle est en train de marcher dans, je sais plus où, je crois en sortant de chez sa mère. Elle est en train de parler à Aramaki en parlant, alors qu'Aramaki reçoit la conversation, tu vois, mentalement, enfin, par le réseau technologique. Et je trouve que là, elle aurait dû le faire mentalement. Enfin, ça aurait été plus logique dans l'utilisation technologique. Alors que là, tu vois, c'est vraiment, oh là là, j'explique le plan en bougeant mes lèvres. Comme au début, tu vois, quand elle dit, ah, je suis en position, je suis sur le site. Elle le dit, mais non, pense-le, enfin fais-le comme dans l'animé, quoi. Enfin, tu vois, donc là, des fois, il y a une facilité, je sais pas pourquoi. Ouais, peut-être pour l'émotion, je pense. Oui, peut-être pour l'émotion, exactement, alors que technologiquement parlant, ce serait bien plus logique de le faire par la communication télépathique. Hein. Parce que franchement, dans l'animé, ils le font, mais beaucoup. Hein. Ouais, ce qui rend en fait la personne encore plus mystérieuse et impalpable, hein. Même tous les persos qui utilisent cette technologie, hein, tu les vois jamais parler, enfin tu vois, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux, hein. Oui, bah surtout que ça conforte totalement l'idée de la présence de la conscience qui est là dans un corps qui l'habite. Pour le coup, c'est vraiment genre mon être parle, tu vois, c'est pas ma bouche et machin, je parle, c'est genre moi, ma subjectivité parle, quoi. Et ça renforce aussi l'idée de connexion instantanée. Je veux dire, les mecs, c'est pas allô Batou, c'est tout de suite, quoi. Oui, et puis sans traduire, etc. Ça, on voilà. parler, mais oui, totalement. Et le film regorge d'idées de mise en scène comme ça qui montrent la connexion, hein. Ça, je trouve ça ouf. Mais en fait, c'est le but de Major aussi, hein. C'est une quête d'identité, mais c'est aussi une quête de qu'est-ce qui fait que je suis pas humaine, quoi. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que je veux retrouver, et tu sais, en fait, c'est un peu ça sa quête, c'est genre mais je veux plus être seule, et c'est pour ça que elle va rechercher sa mère, que elle va voir l'humaine prostituée. C'est pour ça. Elles veulent trouver le semblable, quoi. Ben c'est ça en fait. Elle est à la recherche de quelqu'un qui est comme elle. Finalement, c'est Cousé. Ouais, mais c'est Cousé. Oh là, le blasé. Oh, mais c'est Cousé. Mais oui, mais putain, c'est Cousé. Elle trouve enfin quelqu'un qui est comme lui et qui en plus partage son histoire et genre c'est son ancien petit copain, quoi. Et genre non, je suis Batman. Trop nul. Je devrais aborder avec toi le dernier point.
enfin pour moi c'est le dernier point, Oui, bon, on a à peu près fait le tour, en c'est la musique de Clint Mansell. Écoute, moi j'avais pas besoin de ce genre de musique, je n'avais qu'à me mettre l'OST de Far Cry Blood Dragon en fond, ça aurait été exactement la même chose. Oh, ah non, t'es dur. Tu veux dire que la musique de Far Cry Blood Dragon n'est pas bien? Puisque moi je la trouve sacrément bien, mais je trouve qu'il n'y a aucune différence en fait. C'est ça, c'est ça en fait l'idée quoi. C'est une espèce de truc très synthé 80 style Terminator, mais un peu plus dopé quand même, hein. C'est vraiment un choix assez différent, mais qui ancre vraiment le film je trouve dans un côté années 80 par l'utilisation assez dense des synthés. Qui fait même des fois beaucoup penser à Blade Runner, plutôt qu'une autre façon de penser. Donc du coup, ça donne vraiment au film une teinte vachement occidentale, hein, par rapport à, bien sûr, la spiritualité de la musique de Kenji Kawai. Encore une fois, c'est vraiment un choix qui vient faire tourner les directions du remake. Hein. Moi, je l'ai pas trouvé mauvaise, mais étant donné que j'avais déjà écouté pas mal de BO très très semblables, dont celle de Blood Dragon, j'étais pas super surpris. J'attends de l'écouter avec grande hâte, hein, mais j'étais pas très très surpris par la musique. Je n'étais pas surpris, je m'attendais à ça, parce que t'es très... tu sais, des nappes de son. Oui, oui, et puis tout à coup, l'espèce de truc rythmique. Ouais. Ouais, techno-thriller, quoi. Oui, voilà, techno-thriller. Mais tu sais, comme tu as dans le plan où ils sont dans la rue, t'as un plan général de la rue où tu vois que les mecs, ils arrivent dans la rue, ils font exploser la porte et ils rentrent. Ouais. Là, t'as typiquement ce genre de musique rythmée, quoi. Bah ça, moi, ça me plaît beaucoup, donc y a pas de souci. Après, l'introduction, je trouve qu'elle manque clairement de punch. Je trouve que la musique est beaucoup trop insipide. Forcément, je veux dire, peut-être pour quelqu'un qui n'a pas vu le film d'animation, ça passe, mais parce qu'il fait pas trop attention. Mais tu peux pas reprendre plan par plan. Elle manque d'audace, ouais. Mais c'est bien aussi de pas avoir forcé à il faut reprendre les musiques japonaises. On va essayer de trouver les droits pour les mettre dans le film, toi. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir fait cette. Bah, tu fais pas un sous Robocop pour prendre une musique. Exactement. Ils ont assez craché sur la spiritualité du premier film, ils vont pas commencer à foutre un vieux chant japonais sur l'âme, hein, ça va maintenant. Bon, le sound design est bon, ça fait l'affaire. Ouais. Peut-être les bruitages d'explosion et les bruitages de balles, j'ai pas trouvé ça très... On peut dire que dans ce cas-là, que le film est une espèce d'écho affaibli de l'œuvre originale. Ah, du coup, ouais, ça a peut-être un peu bouclé avec ce qu'on disait au tout début, mais l'idée d'un remake comme une réimagination, ou en tout cas un remake un peu altéré, bah moi je m'en ravis parce que le truc c'est que ça permet d'avoir des propositions qui sont clairement inédites, d'avoir une histoire qui restructure les séquences clés du film. Le fait d'avoir une restructuration des séquences et le fait d'avoir un recyclage et une dénaturation des séquences, ça me pose aucun souci. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est peut-être une manière de faire des remakes. Ça dit peut-être quelque chose aussi du cinéma. Mélange les références, mélange les images, fait des références un peu partout, explicites ou implicites. Bon, on a parlé de références à Blade Runner, Ghost in the Shell, il y a des références à Matrix aussi, enfin il y a des références un peu partout. Donc moi ça me dérange pas du tout de faire des remakes comme ça. Maintenant j'aimerais que ça aille encore plus loin. J'aimerais qu'on fasse du coup des remakes qui s'affranchissent même de certaines séquences, parce que là elles me semblaient presque beaucoup trop artificielles. Et les moments que j'ai préférés, c'est les moments clairement originaux qui sont pour moi la grosse force du film. Et j'aurais préféré une fanfiction en fait. J'aurais préféré reprendre le même personnage ou un reboot, mais quelque chose qui raconte quelque chose d'autre. Voilà, plutôt qu'un vieux Robocop dans les séquences du premier Ghost in the Shell. Parce que les meilleures idées du film, c'est-à-dire à mon sens les premières séquences avec l'antagoniste, l'idée d'ultra-connexion et de ville artificielle, ça je trouve que c'est les meilleures idées du film qui ne sont pas exploitées. Quand tu parles de restructuration, en aucun cas, à un moment dans le film, tu t'es dit qu'il y avait un problème par rapport à une scène et une autre. Ça paraît un peu mécanique, mais il n'y a pas de problème d'ellipse, il n'y a pas de problème d'enjeu émotionnel. Tout semble se dérouler normalement, chronologiquement. Alors que, regarde, quand tu verras le film, regarde la structure de La Belle et la Bête, il y a des problèmes d'ellipse et d'investissement émotionnel. Là, il y en a.
Alors que dans ce Ghost in the Shell, ce n'est guère... C'est une structure qui ne surprend pas, mais c'est une structure qui fonctionne. Ah oui, c'est très classique. Hein. Voilà. Ouais, le seul problème de structure qu'on peut noter, c'est cette grossièreté du début avec le 1 an plus tard. Quoi. Ouais. Voilà, encore une fois, en inversant les séquences, tout aurait été plus simple. Quoi. Oui, voilà. Pour moi, ça reste voilà, une tentative de, pas de remplacer le souvenir du premier, mais de reformuler plus simplement, de considérer ce film comme une sorte d'entrée en matière. C'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas, ils regardent le film, ça leur donnera peut-être envie de regarder le dessin animé qui est quand même réservé à des initiés. Donc c'est un film d'ouverture, c'est un film qui est là pour faire connaître la culture nippone à travers voilà, comme une version plus simple. Mais c'est ce qu'avait dit le directeur. Attends, c'est ce qu'avait dit le directeur Sam Yoshibag, directeur de la division économique internationale de la compagnie qui détient les droits de la série et du personnage, que ça permettra à ce qu'une propriété japonaise puisse être vue dans le monde entier. Et je crois que c'est vraiment le but de ce film, au-delà de voilà, se faire de l'argent et des choses comme ça. Un des buts de ce film pour la postérité, c'est de faire connaître une œuvre qui est beaucoup plus inédite et underground, qui n'a pas été distribuée à fond à l'époque. Maintenant, c'est quand même assez connu. Mais bon, il y a aussi des gens qui ne le connaissent pas. Et ce film-là, qui est distribué dans le monde entier, permettra aussi de montrer, de pointer du doigt, de mettre en lumière une culture et toute une animation japonaise qui est, encore une fois, inconnue des gens. Ah oui, ça ressemble à Blade Runner. Il y avait quand même un animé en 95 qui était assez monumental. Et j'espère que la plupart des gens qui ne connaissent pas seront tentés, après avoir vu le film, de pousser la réflexion plus loin, de saisir les clés conceptuelles basiques du film pour en retirer les réflexions profondes de l'œuvre originale quand ils l'auront vue. Donc pour moi, c'est une démarche, même si c'est peut-être pas la démarche première de Rupert Sanders quand il a fait le film, je trouve que c'est une démarche honnête que nous pouvons avoir quand on va regarder Ghost in the Shell. Ah, totalement, c'est une entrée en matière plus que de la culture nippone, je crois que vraiment du mouvement cyberpunk qui a l'air en plus au niveau du cinéma de revenir clairement à la mode avec Blade Runner, ouais. Bon voilà, Ghost in the Shell, même je mais pense en plus c'est trop génial parce que c'est à opposer à un côté méga pulp de la science-fiction avec Valérian, les Gardiens de la Galaxie. Donc il y a une espèce de confrontation de style dans cette année-ci qui se joue, qui est assez fabuleuse. Donc, tu vois la dernière bande-annonce de Valérian, ça pète dans tous les sens, c'est la découverte, c'est le voyage, c'est le space opéra, c'est vraiment c'est l'ouverture, c'est l'espace, mais l'espace, non seulement l'espace mais aussi l'espace, les grands espaces, les grands plans. Et le cyberpunk me semble beaucoup plus introspectif, des petites salles, des enquêtes, le doute, le questionnement, la trahison, l'entourloupe, la conspiration, la pluie, tu vois, quelque chose de très rabattu, de très sinueux, vraiment quelque chose de beaucoup plus terre à terre aussi. Moi je le vois comme ça. Après peut-être qu'il y aura une œuvre qui dévoilera autre chose du cyberpunk, mais ça a l'air de quelque chose de plus underground, tu vois. Mais underground, c'est-à-dire que t'es vraiment sous le sol, quoi. Tu vois pas la lumière du jour. Et c'est pour ça que le Blade Runner, c'est quasiment tout le temps la nuit. Et c'est ce qui en fait aussi un film assez savoureux esthétiquement à voir. Et Ghost in the Shell, il y a beaucoup de séquences où tu ne vois pas le ciel. Et c'est très très bien d'avoir fonctionné de cette façon. Et les séquences les plus incroyables, ce sont des séquences qui sont la nuit, les séquences dans le bar, dans le traitement crasseux et violent du bar, c'est assez formidable. Cette manière de faire du remake, elle m'a un peu fait penser, alors dans un angle très particulier, et ça risque d'être controversé dans les commentaires, à Star Wars 7, dans la mesure où en fait c'est du recyclage. On recycle de manière très grossière l'œuvre d'origine, mais en même temps on en fait une espèce on en raconte une histoire détournée. On fait presque un jeu de rôle avec un univers établi, on en fait presque une fanfiction. Et je trouve que justement cette manière-là de raconter des histoires et cette manière-là de faire du remake, elle est assez intéressante, et en tout cas elle dit quelque chose aussi du cinéma aujourd'hui intertextuel, qui voit ces images et ces motifs circuler d'un film à l'autre, etc. Donc là-dessus, je trouve ça assez marrant comme tendance du remake. Te connaissant un peu, tu te ravis autant que moi du retour, ou en tout cas de l'arrivée de ces films-là un peu qui questionnent toutes ces choses-là. C'est vrai qu'un film vraiment
vraiment profond cyberpunk, ça ferait vraiment du bien. Mais, À voir si le public est prêt. oui, bah, faut le préparer avec des films comme Ghost in the Shell. Ouais. Et bon, moi je vais pas te demander ça parce que je sais que tu ne veux pas, mais moi c'est ma petite marotte actuellement par rapport à la forme de la critique. Ouais. Je lui mettrais un 13 sur 20. Je l'ai vu, il faut toujours recontextualiser. Cette critique, On a mis 3 heures à la duré. recontextualiser là, c'est bon. Cette critique aura duré presque 2 fois le film, et j'ai vu le film il y a 4 heures. Donc j'aurais pu revoir le film 2 fois entre temps. Mais je reste sur mon enthousiasme originel, et je le regretterai peut-être lorsque cette vidéo sera en ligne, mais je lui mets un 14,5. D'accord. Puisque malgré un scénario faible et une éviscération de son contenu philosophique, eh bien, il propose des choses que je me ravis de voir dans le cinéma, des choses qui sont très bien exécutées. Et qu'on verra peut-être dans des suites si le film marche. Et j'espère, de belles images, de beaux costumes, des acteurs bons. Bref, je suis très content que ce film existe, Ouais. et je me ravis de voir que mes attentes n'ont pas été tenues, mais qu'elles ont été rattrapées par les vraies qualités du film. Ouais. Et nous maintenant, nous sommes en attente de vos commentaires. N'hésitez pas. On va se faire défoncer. Eh non, mais pas forcément. Déjà, il y a peu de gens qui commentent, alors bon. Je vous invite à commenter. De toute façon, déjà, les gens, ils sont pas allés jusqu'au cette durée de vidéo, hein, faut dire ce qui est. Non, n'hésitez pas à commenter tout ce qu'on dit là. On vous a donné du grain à moudre, hein. Donc profitez-en, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé du film et de ce qu'on a dit aussi. On a brassé pas mal d'idées. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés tout du long. Je te remercie, Alexandre, d'avoir pris ce temps pour discuter avec moi du film. Je suis ravi d'avoir fait ma première critique Ouais, sur la chaîne. pour un sujet pareil, ouais, c'est vrai Après que tant d'analyses, Bah il ouais, fallait on a bien fait quand que même je dise quelques- mon amour ou ma haine d'un film. Et puis bon, on te reverra un peu plus tard dans l'année quand il s'agit de Spider-Man, n'est-ce pas? Tu vas apparaître dans une analyse de séquence de The Amazing Spider-Man 2 qu'on a enregistré il y a à peu près 1 an peut-être, mais que je vous réserve sous le coude quand il y aura Spider-Man Homecoming qui sortira. Donc voilà, c'est un petit teaser, c'est une séquence qui est vraiment géniale. Alors on a fait beaucoup d'analyses, mais ça, c'est notre chef-d'œuvre. Ah ouais, non, celle-là, on a pas mal bossé dessus. Et peut-être à l'occasion d'une prochaine sortie, bah, je serais absolument ravi. Surtout, on verra techniquement si ça a bien fonctionné l'enregistrement et si j'ai pas eu de problème pour le montage et tout ça. Bah, je serais absolument ravi de t'avoir de nouveau au micro avec moi pour commenter un nouveau film. Ah bah chaud de ouf. Ouais, chaud de ouf. Alors, sur cette expression, on a terminé la critique. On vous remercie encore une fois. Merci pour le soutien. Merci de votre futur abonnement. Quant à nous, eh bien, on vous laisse. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Salut.